bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin, que je connais déjà ou que je ne connais pas. Je suis Jacques Fortier, je suis journaliste ici aux Dernières Nouvelles d'Alsace, dans un quotidien régional dont le siège est à Strasbourg. Je suis aussi, certains le savent peut-être, un modeste auteur de romans policiers. C'est mon lien plus personnel avec le monde du livre, parce qu'au journal, je m'occupe essentiellement de la rubrique politique. J'y suis chroniqueur politique, éditorialiste. On n'est pas tout à fait dans nos préoccupations du moment. Voilà. Notre atelier, vous le savez, s'intitule « Les enjeux de la diffusion-distribution en région » et il est sous-titré « Pour le maintien d'une diversité éditoriale ». Tout à propos, vous êtes nombreux et vous êtes courageux parce que ce dont nous allons parler, et en tout cas le titre le suggère, c'est peut-être le maillon ou les maillons les moins connus de la chaîne du livre, parce que l'auteur, ben, tout le monde rêve d'en être, l'éditeur, c'est assez repérable, c'est pas toujours monsieur qui dit non ou la dame qui dit non, mais c'est quand même quelqu'un d'assez repérable. Le libraire, heureusement, beaucoup en franchissent la porte, et puis la bibliothèque, la médiathèque, ce sont des choses effectivement connues du plus grand public. En revanche, la diffusion, la distribution du livre, ça reste parfaitement souterrain, même si certains d'entre vous imaginent assez bien dans leur tête, pendant que nous parlons, les tonnes de livres qui circulent dans un sens ou dans un autre sur le territoire alsacien. En national, allons dire, parlant en tonnes. Alors, en épluchant quelques rapports sur la question, car le journaliste que je suis est évidemment ignorant et naïf dans le domaine, j'ai compris qu'en région, en tout cas, c'était un maillon très mal connu et surtout très mouvant. Et on va en parler en étudiant la question en région, et la question classique d'un auteur, mais qui a eu la joie d'être publié, mais pourquoi mon livre n'est pas là, partout, en pile, dans chacune des librairies, immédiatement le jour J, et pourquoi la pile ne se reconstitue pas au rythme assourdissant, bien sûr, auquel elle baisse. Cette question toute bête, ben, je suis sûr que beaucoup se sont posées, n'ont pas osé la poser à d'autres, mais elle est au cœur de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je m'excuse auprès de ceux qui le savent, j'imagine qu'ils sont nombreux, mais je crois qu'il faut quand même rappeler que les mots n'ont pas tout à fait le même sens que de l'autre côté de ces parois, que quand on parle de diffusion, il s'agit d'abord d'immatériel. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est du bagou, la diffusion. La diffusion, c'est ce qui fait qu'on va dire qu'un livre est en préparation et tenter de démontrer que ce livre va trouver ses lecteurs, lui donner toutes les chances de le faire. Et c'est immatériel, comme je le disais. La distribution, en revanche, eh ben, c'est de la logistique. C'est des palettes, c'est des cartons, c'est des factures, à ne pas oublier, et c'est bien sûr des trajets aller et des trajets retour, parfois. Alors, ces formules sont peut-être un peu lapidaires, peut-être qu'autour de la table, on va me les corriger tout à l'heure, mais ce sera très bien. En tout cas, ce qui complique les choses en région, c'est que parfois ces métiers se chevauchent, se superposent, se combinent, et chacun a en tête l'image de cet auteur qu'il a rencontré un jour, qui lui-même s'auto-édite, s'auto-diffuse, s'auto-distribue, et a des cartons de son livre dans le coffre de sa voiture. En même temps, ce n'est pas la version la plus répandue, ni la plus professionnelle dans la chaîne du livre. Il existe aussi des structures dédiées, spécialisées, professionnalisées, et qui tentent de vivre et d'animer le réseau éditorial avec l'ensemble des partenaires de la chaîne. Alors, j'ai trop parlé, je peux simplement indiquer que l'extrême fragilité, l'extrême mobilité de la distribution en région me semble sans doute une donnée importante. Autour de moi, des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux vont en parler mieux que moi. Alors, je les présente rapidement. Mathilde Rimaud, qui est à mes côtés, qui est consultante du réseau Axial. Nicolas Simonin à ses côtés. Nicolas Simonin est président de Air Diffusion. Tout au bout de la table, c'est Erwan Guignard-Vicaire, donc c'est Alsace Livre Diffusion. Et puis à mes côtés, Benoît Vaillant, qui est donc directeur de Pollen Littéral. Il faut excuser l'absence, malgré son nom sur vos programmes, de Jean-Pierre Mettet, Volumen, qui n'est pas des nôtres, qui peut être des nôtres cet après-midi. Donc, en dialoguant un peu par courriel ces derniers jours, nous avons décidé de ne pas vous faire 4 longues conférences, mais simplement de courts éclairages des expériences des uns et des autres, avec peut-être une exception pour Mathilde qui a travaillé, qui a fait une étude sur la région Languedoc-Roussillon, donc il est bon qu'elle puisse nous en parler et nous donner quelques-uns des enseignements qui en ont été retirés, mais l'essentiel sera le dialogue ensuite entre vous et nous, entre la salle et surtout ceux qui me font l'honneur de m'entourer. Donc dans un premier temps,
Mathilde Rimaud. Donc Mathilde, vous avez travaillé sur le sujet de la diffusion, de la distribution pour le compte de Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture. Je vous donne quand même quelques minutes pour en parler. Merci. Oui, merci beaucoup. J'interviens effectivement cet après-midi au titre d'une étude que nous avons menée avec Axiom, qui est un réseau de consultants indépendants dans le domaine du livre, que nous avons menée pour l'Agence du livre, dont Cécile, la directrice, était présente tout à l'heure, Languedoc-Roussillon, Livre et Lecture. Cette étude s'est déroulée de juillet 2013 à mars de cette année, donc c'est relativement frais, et avait pour but de c'était une étude de faisabilité d'outils mutualisés de valorisation et de représentation des éditeurs sur le territoire Languedoc-Roussillon auprès des points de vente physiques et numériques sur le territoire. Voilà, donc cette étude s'est déroulée en 2 phases, dont une première phase qui visait à la fois remonter les besoins des acteurs du territoire et à la fois de les mettre en perspective avec des expériences qui ont pu être menées ici ou là sur le sujet des outils mutualisés. Et de fait, ça a été pour nous l'occasion vraiment de plonger dans bon nombre d'expérimentations toujours vivantes ou déjà terminées autour de cette question-là. Alors c'est important et intéressant de pouvoir être autour de la table avec des diffuseurs parce que la question de la mutualisation, d'outils mutualisés, co-construits autour de la diffusion et de la distribution sont des idées, oserais-je dire, fantasmes qui reviennent très régulièrement en réalité, aussi bien du côté des professionnels, les éditeurs eux-mêmes, que des institutions qui les accompagnent. Loin de moi l'idée de vouloir regarder ça avec, comment dire, en le dénigrant d'emblée, hein, quand je dis fantasme, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est parce que la réalité est extrêmement complexe en réalité et la réussite de tels projets mérite de les regarder très attentivement au départ. Donc ce que je vous propose là, effectivement, un petit peu, en ayant un tout petit peu plus de temps que mes collègues, c'est de vous redonner un petit bout de cette expérience récoltée à travers cette étude, que je vous invite à aller trouver sur le site de l'agence si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, et puis on pourra évidemment en reparler à travers les questions que vous auriez à la fin. La première chose, c'est que ça renvoie à cette question-là d'abord à la question de la position commerciale de l'éditeur. Ça, j'imagine que nos amis diffuseurs nous en reparleront, mais le premier élément est lié finalement à face à quoi se trouve un petit éditeur sur la question commerciale. Et ce qui ressort, c'est que bien souvent, eh bien, on constate un manque d'appétence pour ce sujet-là. Soit on n'est pas intéressé, on n'aime pas, on n'ose pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est pas le cœur du métier qui intéresse au départ de la mise en œuvre d'une maison d'édition. Donc on essaye d'une certaine manière soit de se débarrasser du problème, soit de le circonscrire à une portion congrue de son temps disponible. On peut aussi souligner que bien souvent l'éditeur est tout seul, ou presque, que c'est des toutes petites structures, et que mettre en œuvre la diffusion et la distribution de son catalogue demande aussi des outils que bien souvent il ne sait pas monter ou qu'il n'a pas, voilà, hein, tout simplement des outils de gestion de stock, de suivi client, etc. Il n'a pas toujours en interne les moyens de mettre ça en œuvre. En outre, c'est très difficile de convaincre des revendeurs qui vous voient arriver avec votre petit catalogue et vous qui êtes tout petit face à ces 900 fournisseurs, fournisseurs étant entendu au sens de distributeur, donc pas de maison d'édition. Donc vous êtes une petite goutte d'eau face à un océan de parution, et convaincre un revendeur, quel qu'il soit, de l'importance de prendre vos titres dans son magasin, eh bien c'est un métier. Ensuite, on peut noter également la difficulté pour les petits éditeurs à trouver des structures adaptées. Parce que, alors, on a la chance d'en avoir 3 autour de la table, des structures plus petites et qui accueillent dans leur catalogue des petits éditeurs, mais sur le territoire français, en réalité, elles sont très peu nombreuses. Donc, de fait, les places sont chères.
Et enfin, on peut noter aussi la fragilité des structures de diffusion elles-mêmes. On y reviendra en évoquant un certain nombre de projets qui ont périclité, mais les structures de diffusion en tant que telles sont des structures économiquement fragiles. Là aussi, je pense que nos amis autour de la table pourront peut-être nous en dire plus. Donc voilà, ça c'est un premier constat en réalité de toutes les questions auxquelles fait face l'éditeur quand il se demande comment structurer sa commercialisation. Et puis en plus, un éditeur au fur et à mesure de sa vie, de la vie de la maison d'édition, va se retrouver dans des moments différents, dans des étapes différentes, des cycles différents de la vie commerciale de sa maison. Est-ce qu'il est en phase de structuration commerciale, c'est-à-dire est-ce qu'il est avec un rythme de parution très lent, c'est-à-dire quelques titres par an, est-ce qu'il est au début de sa vie d'éditeur et que du coup il a à construire son image de marque, combien de points de vente est-ce qu'il va voir régulièrement, voilà, donc souvent les éditeurs en début de carrière qui sont en auto-édition sont dans cette phase de structuration où ils ont besoin en réalité déjà eux-mêmes de bien prendre en main un certain nombre de réflexes commerciaux pour savoir parler de leur catalogue, savoir comment fonctionne un libraire, quelles sont les remises à faire, etc., etc. Est-ce qu'il est en phase de mutation commerciale, c'est-à-dire à un moment où l'autodiffusion, autodistribution un peu plus aguerri, un nombre de points de vente plus conséquent, une image de marque qui s'est développée, un chiffre d'affaires qui commence à atteindre un certain niveau. Et finalement, il arrive au bout de ce système-là, de ce moment-là de développement, qui fait que qu'il a besoin de passer un cap de développement dont souvent il n'a pas les moyens, en réalité, ni financier, ni peut-être même en termes de compétences internes, qui peut être le moment de la bascule vers une diffusion déléguée, mais qui peut être aussi le moment d'une structuration interne encore plus musclée, avec l'embauche de quelqu'un dédié, par exemple. Voilà, chaque éditeur trouve des solutions adaptées à sa zone de chalandise, à son type de catalogue, mais en tout cas, ça peut être ce moment de mutation commerciale. On trouve aussi des éditeurs qu'on pourrait appeler des habitués ou des experts de la diffusion, mais en question. Souvent des éditeurs qui ont traversé bon nombre de moments différents, là aussi, dans leur commercialisation, qui ont pu être diffusés, qui ont repris parfois l'autodiffusion à certaines périodes, qui sont retrouvés un nouveau diffuseur, ou qui ont changé plusieurs fois de diffuseur, et qui sont en question, qui ne savent pas trop comment améliorer les choses, qui ne sont pas satisfaits des modalités de diffusion, qui sont parfois, qui ont parfois un peu tendance à avoir eu, à s'être encore une fois, d'avoir totalement délégué la question commerciale aux diffuseurs, sans reprendre en main ce qu'on peut appeler la surdiffusion, c'est-à-dire l'accompagnement du travail de terrain que fait le diffuseur en défendant son catalogue lui-même aussi. Donc voilà, une forme d'insatisfaction et de fragilité dans la construction du partenariat commercial. Et puis, on trouve aussi des éditeurs qui, eux, sont dans une forme d'équilibre, qui ont trouvé un diffuseur avec qui ça fonctionne pour l'instant correctement, qui accompagnent le mouvement de la diffusion, encore une fois, qui prennent leur part dans le travail commercial qu'ils ont à mener et qui ont atteint un niveau de développement de chiffre d'affaires qui leur permet bien souvent d'embaucher quelqu'un en charge de la promotion, de la présence salon, de la relation libraire, etc. Voilà, c'est très grossièrement brossé, évidemment, chaque structure se reconnaît plus ou moins dans telle catégorie, mais néanmoins ça permet, en tout cas ça renvoie chacun à sa propre capacité d'auto-analyse finalement de son étape commerciale. Et je souligne ça parce qu'il me semble important quand on pense ou quand on réfléchit à des questions de mutualisation, de ne pas y aller pour n'importe quelle raison. Et donc de bien cerner, discerner, d'être capable de ce retour sur soi pour savoir pourquoi finalement on se tourne vers des solutions mutualisées. Parce que c'est des solutions compliquées à mettre en œuvre, hein, et que du coup si on n'est pas clair sur ce qu'on va y chercher et les moyens qu'on y met, on peut plus facilement encore les rendre inopérantes. Voilà. Alors, le travail préalable que nous avons mené pour Languedoc, Roussillon Livre et Lecture nous a permis d'observer
on est revenu historiquement en fait sur un certain nombre d'expériences qui ont été menées. On a quand même trouvé en 30 ans 55 expériences de mutualisation. Sachant qu'on n'était pas non plus exhaustif, hein, c'était pas une étude universitaire, donc voilà, c'était un tour de terrain très large et approfondi, mais néanmoins non exhaustif. Alors, dans ces 55, il y en a 25 en réalité qui concernent réellement des outils mutualisés de diffusion et de distribution. La trentaine d'autres expérimentations touchent plutôt à des questions de mutualisation de moyens, sur des questions, par exemple, de promotion, de présence sur des salons, de partage de locaux, d'associations d'éditeurs qui ont une action plutôt de représentation ou de lobbying auprès des institutions, etc. Donc ça ne recouvre pas totalement les mêmes choses, mais enfin bon, sur 30 ans, ça en fait quand même déjà un bon nombre. Donc ça n'est pas récent que les éditeurs se posent ces questions-là ou que les institutions se posent ces questions-là. Parmi ces expériences-là, on a pu déterminer, voir apparaître 3 grands ensembles. Un premier ensemble qu'on a appelé l'autodiffusion élargie. Donc, peut-être Monsieur Simonin nous en reparlera lui-même, c'est-à-dire des éditeurs qui diffusent leur propre catalogue et qui, à un moment, décident d'élargir, de prendre sous leurs ailes d'autres éditeurs, d'autres catalogues qui rentrent en cohérence avec leur propre catalogue. Par intérêt justement de cohérence de catalogue, mais aussi et d'abord peut-être pour des raisons économiques, parce que au bout d'un moment, il ne devient pas rentable d'aller voir les points de vente si on n'a pas un nombre suffisant de nouveautés et de chiffres d'affaires à réaliser. Voilà, on dit qu'au-delà de 250-300 points de vente visités, il faut avoir un catalogue déjà plus conséquent d'éditeurs à présenter pour que ce soit rentable. Dans les exemples qu'on a notés dans cette étude, il y avait par exemple Biotop, qui est un éditeur en Languedoc-Roussillon qui a un catalogue autour de la nature et qui a aussi diffuse lui aussi d'autres catalogues à la fois par internet et puis sur de la VPC par exemple. Mais on peut citer Kern en Aquitaine qui sur le Grand Sud-Ouest diffuse des catalogues régionalistes pyrénéens notamment, 16 diffusions en Poitou-Charentes par exemple en BD. Bon voilà, il y en a d'autres. Certains se spécialisent aussi en direction des médiathèques. Il y a quelques structures aussi qui ciblent les médiathèques pour aller les voir directement avec des catalogues de petits éditeurs qu'elles trouvent plus difficilement en librairie. Là en général ce sont des structures assez fragiles. Alors, ce qui est intéressant dans cette catégorie-là, c'est que assez régulièrement, ça donne lieu derrière à en fait la structuration d'une vraie maison de diffusion. Geste Édition, Brescop sont des exemples, par exemple, de réussite de structures qui, au départ, diffusaient leur propre catalogue, l'ont élargi, puis sont devenues des structures de diffusion à vocation régionaliste en termes de zone de chalandise, mais avec, vraiment, Geste, par exemple, ils ont 150 éditeurs en diffusion, ils couvrent 14 départements, ils ont 5 commerciaux et ils ont 3000 points de vente en clients. Air Diffusion nous redira ces chiffres, mais voilà, c'est la même logique qui a conduit ensuite à la structuration d'une maison de diffusion en tant que telle. On reviendra peut-être après sur les forces et faiblesses de chacune de ces typologies de diffusion mutualisée, mais le deuxième groupe qu'on a repéré sont des expériences à proprement parler d'outils mutualisés, c'est-à-dire que, à la différence du premier groupe, ce sont des outils, des projets qui d'emblée étaient posés comme des projets collectifs. Ça peut venir d'un éditeur en particulier, mais tout de suite le projet s'est posé comme un projet à plusieurs, qui donne lieu soit au recrutement d'un commercial commun à ces éditeurs-là, soit une répartition de tâches entre les éditeurs, comme c'est le cas par exemple pour Gide aujourd'hui, qui est un collectif de 3 ou 4 éditeurs de poésie qui se répartit des zones commerciales pour chacun de leurs catalogues. Donc parmi ces expériences-là, on peut citer les plus connues, In Extenso, Ateles, qui sont en général le comptoir des indépendants en BD avant que ça ne ferme les portes, c'était la même chose, le collectif des éditeurs indépendants, le Passe-Vent, des expériences de ce type-là.
qui sont en général les expériences qui font le plus, pas rêver, j'exagère un petit peu, mais en tout cas qui attirent le plus les éditeurs qui cherchent à mutualiser leurs expériences. Le tout dernier est né en janvier 2014 en Midi-Pyrénées et s'appelle Terre de Livres, donc on lui souhaite bonne route. Et enfin, le troisième type d'outils sont des outils, enfin de dynamique, sont plutôt les outils qui sont nés à l'initiative d'institutions. Donc ce sont des outils communs aussi, mais c'est pas de l'accompagnement de projets privés, c'est vraiment des outils portés en partie par les institutions, financés par les institutions, qui répondent à des sollicitations, à des problématiques récurrentes émanantes des professionnels, mais qui trouvent une réponse à travers un projet institutionnel. Alors les plus connus sont Calibre, Distic 2, ML2D et côté librairie 1001 libraires. Voilà. Donc ce qu'on peut retenir de ces différents types d'outils, c'est que ce qui ressortait vraiment, c'est que d'abord c'est souvent l'occasion d'une forme d'épreuve de la vérité. C'est-à-dire c'est la première confrontation pour un certain nombre de structures à la réalité commerciale. Qu'est-ce que mon catalogue donne face à un public qui est autre chose que du quant à soi, enfin que de l'autour de soi. C'est pas toujours très agréable de se retrouver face aux retours terrain qui sont pas positives. C'est pas toujours facile de les assumer. Une structure mutualisée peut être l'occasion justement d'une forme de professionnalisation dans le sens où on fait face à cette réalité-là, mais de façon entourée aussi par ses pairs. Cela dit, tous les éditeurs n'y sont pas prêts. Tout le monde n'a pas envie d'entendre ça, tout le monde n'a pas forcément envie de se remettre en question non plus. Le diffuseur, quel qu'il soit, que ce soit un outil mutualisé ou un diffuseur prestataire de service, d'une certaine manière, a un rôle de miroir. Et parfois, on n'a pas très envie de se regarder dans la glace. Donc, c'est jamais une question très facile, ça. En tous les cas, il y a des contraintes de professionnalisme qui sont absolument indispensable pour le fonctionnement commercial de l'activité de diffusion, à minimum, évidemment, un rythme de parution à peu près régulier si possible, en tout cas un programme éditorial qui soit annoncé à l'avance, un chiffre d'affaires minimum, un nombre de titres minimum, etc. etc. Ça nos amis en reparleront tout à l'heure. L'autre point qui ressortait comme un facteur important, ou en tout cas un des enjeux de ce type de structure, c'était la question de la mobilisation des acteurs. Quand on a un projet collectif, la question de la confiance est extrêmement importante. Vous allez vous retrouver face à des questions commerciales, à des différences de réussite commerciale au sein d'une même équipe diffusée ensemble. Et ben, il y a des catalogues qui vont plus ou moins bien réussir. Il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir supporter qu'un collègue réussisse mieux et sans se dire que c'est parce que tel commercial le préfère. Voilà, par exemple. La question de la mobilisation des acteurs, c'est aussi la question de la gestion et de la gérance de ces groupes-là, parce que ça prend énormément de temps, que c'est vraiment chronophage, qu'il faut pouvoir assumer le temps que ça prend quand on est soi-même éditeur, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a la question de la clarté de la gouvernance, et ça se joue particulièrement sur les projets portés en grosse partie par les institutions, qui décident des orientations stratégiques de la structure. Les orientations qui peuvent être données en fonction des objectifs poursuivis ne sont pas du tout les mêmes entre la vocation d'accompagnement et de professionnalisation que les institutions portent en général en direction des petits éditeurs et la réalité de la mise en œuvre d'une structure à but commercial telle qu'est une maison de diffusion, sont rarement facilement compatibles. Voilà, donc ça pose aussi la question de la clarté de la gouvernance. Enfin, sur toujours cette question de la mobilisation des acteurs, bien souvent, les petits éditeurs sont extrêmement volatiles.
Alors ça c'est vrai aussi chez les diffuseurs classiques, dans le sens où ils vont changer régulièrement de structure, ou alors malheureusement arrêter de travailler, enfin arrêter l'activité parce que trop fragile économiquement. Ce qui veut dire que quand une structure mutualisée, son chiffre d'affaires est principalement réussi autour de 1 ou 2 catalogues qui tiennent la majeure partie du chiffre, eh bien, si l'un de ces catalogues s'en va ailleurs ou font les plombs, eh ben, c'est toute la structure de diffusion derrière qui est en difficulté. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi qui est très important à avoir en tête. Enfin, la question du charisme aussi, le fait que les structures d'autodiffusion élargie réussissent plus facilement que les autres à tenir la route, vient souvent du fait qu'il y a une personne à la tête qui d'une part assume ses choix, mais en plus souvent a le charisme pour porter sa structure. Un autre point qui émergeait de l'étude, c'était la nécessité d'anticiper correctement les moyens et les besoins financiers. Un des gros écueils de plusieurs structures qu'on a pu observer, c'était qu'il y avait une sous-capitalisation de départ et une mésestimation aussi du besoin en fonds de roulement, parce qu'on ne tient pas assez compte, par exemple, des délais de paiement propres à l'activité, des défauts de paiement aussi des libraires qui vont préférer d'abord payer les très gros distributeurs qui font 80% de leurs magasins avant de vous payer vous, etc. Donc la viabilité de ces structures ne peut pas se passer de cette étude préalable économique et de la bonne prise en compte des besoins financiers. Enfin, un des points aussi assez importants, c'était l'importance d'être capable de mettre en place des critères d'entrée. Et là, on rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport au positionnement institutionnel ou non, c'est-à-dire aux objectifs poursuivis par la structure. Il ne faut pas confondre accompagnement à la professionnalisation, c'est-à-dire aider des structures à petit savoir bâtir un argumentaire de vente, savoir tenir un planning de parution, etc., de structures capables de venir enrichir le catalogue d'une maison de diffusion et de générer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir être porté par une structure de diffusion. Et par exemple, dans l'exemple d'ML2D, ça a été un des points qui a rendu compliqué sa pérennité, c'est qu'il n'y avait pas assez de sélectivité et que on ne peut pas être ouvert à tous forcément. Voilà. Il est important de pouvoir assumer cette question-là, ce qui la rend compliquée d'un point de vue institutionnel. Enfin, toujours un des points également qui revenait, c'était la question de la mobilisation. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais au-delà de la gestion du projet mutualisé en tant que tel, il y a aussi comment les acteurs restent mobilisés sur la question commerciale de manière générale. Je disais tout à l'heure, on se débarrasse un peu du problème commercial en signant avec un diffuseur. Eh bien, même dans le cadre de projets collectifs, on peut trouver cette tendance-là avec une partie des acteurs très mobilisés, très impliqués, qui donnent du temps, qui assument la gérance, etc. Et une partie des acteurs qui se positionnent plutôt comme consommateurs de services et qui du coup cassent la dynamique collective qui a besoin des forces vives en fait de l'ensemble des acteurs impliqués. Voilà. Et le dernier point qui ressortait de ce tour d'horizon, c'était que plutôt que de bâtir des projets sortis des chapeaux, il était important de s'appuyer sur l'existant. Voilà, que les territoires regorgent déjà d'acteurs des questions commerciales, voilà, et qu'il ne sert à rien de recréer ex nihilo des structures. Alors je suis désolée si je suis un peu démoralisante. Loin de moi, encore une fois, l'idée de dire que la mutualisation n'a pas d'avenir, mais en revanche, elle est très fragile, et qu'il faut vraiment peser fortement tous les éléments en jeu dans ces projets-là. Merci beaucoup Mathilde. On ne vous a pas du tout ressenti comme démoralisante, mais...
Les applaudissements le disent, en tout cas, c'est pas démoralisant, c'est simplement une invitation à la lucidité, pourrait-on dire, et notamment sur ces expériences de mutualisation. Alors merci du paysage dressé ici. Je vais demander à 3 professionnels de la diffusion de dire d'abord un peu qui ils sont, où ils sont et le travail qu'ils mènent, et puis de réagir peut-être un petit peu, bien sûr, à ce qui a été dit et qui pose des questions sur cette diffusion en région. Erwan Guignard-Vicaire peut-être en premier avec un micro. Donc Alsace Livre Diffusion. Allô. Ça marche. Alors je vais très brièvement décrire mon parcours professionnel pour vous montrer comment et pourquoi j'ai pu arriver à aujourd'hui diffuser des éditeurs. Donc j'ai été très longtemps libraire, notamment chez Virgin. Et à Bordeaux, l'expérience m'avait montré que dans un rayon régionalisme, je travaillais avec un représentant qui me présentait 15 ou 17 catalogues d'éditeurs locaux. Et je me dis, ouais, c'est pratique, tu vois, une personne et tu travailles quasiment toute la région. Et puis quand je suis revenu à Strasbourg des années plus tard, il y avait un représentant pour à peu près chaque éditeur. Donc tu voyais à peu près 10 ou 12 représentants pour travailler finalement une partie de rayon alsatique. Et là, déjà, ça avait commencé un peu à me titiller et à me dire c'est étrange qu'en Alsace, il n'y ait pas une structure comme ça s'appelait à l'époque Carpentier-Sobody à Bordeaux. Et il y a pareil CopPrice en Bretagne. Et je me disais, mais bon Dieu, pourquoi ça n'existe pas en Alsace? Et finalement, ensuite, j'ai travaillé pour des éditeurs alsaciens et puis pour des éditeurs nationaux comme De Boré. Et toujours cette question revenait que je ne comprenais vraiment pas. Et donc voilà, c'est à peu près pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé ma maison de diffusion pour essayer de grouper un peu le travail d'éditeur et d'avoir... ça facilite aussi chez les libraires, il y a un contact, une personne qui fait une partie de la production éditoriale locale. Voilà, ça c'était à peu près mon parcours. Alors quel est l'accueil chez les libraires quand on vient? En plus, bon, on ne vient pas de nulle part. Vous avez évoqué votre parcours. Mais le libraire est très content, comme je viens de le dire, d'avoir un contact qui représente plusieurs maisons d'édition avec des lignes éditoriales différentes, mais ça facilite quand même énormément le travail sur le terrain. Ils savent que Erwan, c'est Verger, c'est Est Livre, c'est Lombec, etc., etc. Après, dès qu'ils ont un souci ou une commande à passer, hop, ils savent qui appeler directement et pas à se dire, tiens, qui c'est, est-ce que ça a encore changé une fois de plus Voilà, ils savent que là, il y a quand même une certaine stabilité dans ce que je suis en train de créer depuis 1 an. Alors on comprend le bonheur du libraire, bien sûr, mais il y a aussi la difficulté du diffuseur, c'est que il est multicarte et il lui faut garder contact et confiance et relations de partenariat assez régulières avec chacun des éditeurs. Et là, il ne peut pas se multiplier. Non, là, il ne peut pas se multiplier. Après, c'est sur le terrain que les preuves se font. Et suivant les catalogues, effectivement, le travail est très différent. Pour prendre des exemples concrets, le travail n'est pas du tout le même avec des enquêtes rénanes de chez le Verger Éditeur qu'avec des livres de bande dessinée ou des beaux livres de chez Vendeste, par exemple. Chaque fois, c'est un autre travail. Donc, même si c'est un travail catalogue par catalogue, c'est quand même pour le libraire une vue d'ensemble et ils n'ont qu'un contact et pour eux, c'est vraiment beaucoup plus facile. Benoît Vaillant, je vous passe la parole avec donc Benoît Vaillant, je rappelle, directeur de Pollen Littéral. Expérience similaire, différente, dites-moi. L'expérience est étroitement similaire parce qu'on fait exactement le même métier. Donc, en 2 mots, Pollen est une entreprise qui a 10 ans. On a une particularité, c'est que j'ai démarré sans être éditeur. Mathilde disait que souvent c'est la diffusion élargie qui permet de créer des maisons de diffusion. Moi, j'ai démarré sans être éditeur, mais en m'appuyant quand même sur des structures régionales. Je m'explique. En fait, le constat que j'ai fait quand j'ai voulu lancer Pollen, c'est qu'il y avait des éditeurs très bien en Bretagne ou en Pays de la Loire, il y avait des éditeurs très bien dans le Sud-Est, il y avait la Nuée Bleue en Alsace, il y avait tout un tas d'éditeurs qui étaient estampillés régionaux, mais qui avaient des fonds qui, pouvaient concerner la France entière, et puis qui, n'étaient pas forcément que régionaux. Voilà. Donc on a démarré avec comme ça des fonds d'éditeurs bretons, PACA et la Nuée Bleue. Je regrette qu'il ne soit pas là parce que vraiment ça nous a beaucoup aidé.
Donc Pollen a démarré en diffusion uniquement. Nous, on a 3 pans de catalogue. On est un tiers jeunesse, un tiers beaux-arts, art contemporain. À cet égard, on a repris une partie du groupement In Extenso, dont Mathilde a parlé tout à l'heure. Et notre dernier tiers, c'est moitié-moitié littérature et sciences humaines. Pourquoi cette sélection? D'abord, c'est parce que c'est ce que j'aime. Et la deuxième chose, c'est que ça évite qu'un représentant aille se disperser dans tous les rayons. Une visite libraire, c'est ça peut être très long. Donc on a éliminé tout ce qui était scolaire, parascolaire, BD. On fait très peu de vie pratique, etc. Donc on a ces points de spécialisation-là. On en a 2 autres, une qui est extrêmement récente, une qui est assez ancienne. Celle qui est assez ancienne, c'est qu'on a une grosse activité d'importation de livres en anglais. Alors ça a l'air très loin de ce dont on parle là, mais c'est très souvent notre pied dans la porte quand on va voir des Leclerc ou des Cultura. Être la référence en livre en anglais, ça permet d'entrer puis d'en profiter pour dire hey, j'ai aussi de la jeunesse. Et on a une autre activité qui est plus récente, puisque c'est un mois, puisqu'on vient de reprendre une entreprise qui fait de la revue, qui s'appelle Divpop. Vous avez employé tout à l'heure le terme d'éliminer. Il est un peu vachard pour ceux qui n'ont pas été pris, mais accepter ou refuser de diffuser tel ou tel éditeur. Oui, je l'ai entendu. Hein. J'ai été étonné, c'est pour ça. Accepter ou ne pas accepter de diffuser tel ou tel éditeur, sur quels critères? Comment? Pourquoi? Vous avez dit aussi un autre mot plus sympathique, je fais ce que j'aime. En fait, on élimine aussi parce que, honnêtement, un éditeur de BD qui contacte Pollen, c'est qu'il n'a même pas été sur le site web. C'est pas possible. On peut pas avoir ça. Pardon, c'est mieux comme ça. Oui. Donc alors, je suis un diffuseur qui parle pas fort du tout. Non, je reprends celui-là, t'es bien. C'est pas mieux, hein. Allô. On va monter un tout petit peu le son, vous inquiétez pas. Donc là oui. On a de la concurrence. Le fait d'éliminer, d'abord on n'élimine pas, on refuse de prendre, ce qui est un petit peu différent. D'accord. Le fait d'éliminer un éditeur, il peut être lié à pas mal de choses. La première, c'est on a besoin que les éditeurs qui nous rejoignent soient en cohérence avec ce qu'on fait déjà. Donc ce que j'ai dit, jeunesse, beaux-arts, littérature, sciences humaines. C'est la première chose. Deuxième chose, on a besoin d'avoir des éditeurs en face de nous qui sont des professionnels. C'est-à-dire que les éditeurs, je vois Mediapop qui sourit. Les libraires attendent de nous qu'on leur annonce des programmes 3, 4, 6 mois à l'avance. Ça veut dire avoir des fiches produits, ça veut dire avoir des codes barres, ça veut dire que le code barre qui est sur le livre correspond au code barre qui avait été annoncé, etc. etc. Donc on a besoin de structures, d'éditeurs qui est pleinement conscience de ce qu'est la chaîne du livre et ses impératifs. On a à peu près une 60aine d'éditeurs en diffusion. On a aussi besoin que les éditeurs se reconnaissent entre eux. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie de l'entreprise est beaucoup rythmée par les réunions représentants. On en a 3 par an. Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais une réunion représentants, les éditeurs viennent un par un présenter leur programme des mois qui viennent. Et donc on a besoin vis-à-vis des éditeurs qui étaient déjà là, que ceux qui arrivent apportent quelque chose. Alors apporter quelque chose, ça peut être un supplément de visibilité, ça peut être des ouvertures en librairie, du type je travaille très bien avec telle ou telle librairie où je n'arrive pas à mettre les pieds moi. Est-ce qu'en venant chez Pollen, je vais pouvoir en faire bénéficier l'ensemble des éditeurs. On a besoin d'avoir des éditeurs qui aient conscience du potentiel de leurs ouvrages. C'est un métier qui fait beaucoup rêver. C'est extrêmement facile de faire rêver un éditeur. La réalité du terrain, elle est souvent un peu diverse. Donc on a besoin de... Nous, on a des éditeurs qui tirent en gros en jeunesse entre 1500 et 3000, en littérature c'est entre 1000 et 2000. Donc on a besoin d'éditeurs qui soient sur ce registre-là. Et pour finir, ce qu'on recherche, c'est des éditeurs qui soient capables de faire au moins le premier geste commercial. Et le premier geste commercial, c'est de vendre les ouvrages à mon équipe commerciale. Donc, 7 représentants autour d'une table qui voient une journée complète des éditeurs défiler avec des très beaux programmes, avec des choses exceptionnelles. On a besoin d'éditeurs qui sachent que la réalité du terrain, pour un représentant, c'est pas un quart d'heure par livre. Je dis souvent 1 à 2 minutes. La réalité, c'est plutôt 30 secondes. Et encore, non? Vous avez déjà croisé des éditeurs qui font des livres superbes, mais qui sont incapables d'en parler? Moi, je parle de l'éditeur, en fait, de l'éditeur. Les auteurs, je veux bien le croire. Les auteurs, oui. L'éditeur. Oui, on a malheureusement, j'ai encore un cas très très récent, un éditeur jeunesse. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir. Il nous présente un livre qui a l'air plutôt pas mal, avec une maquette que pas mal non plus. Et quand on reçoit le livre, on se rend compte qu'il était extraordinaire. Malheureusement, dans ce cas-là, le coup est tiré. C'est très difficile à rattraper. Merci, je vais passer la parole à Nicolas Simonin, et puis on commencera le dialogue. Donc, Air Diffusion,
Même exercice, même punition. Donc, moi, je fais partie justement de ces diffuseurs-distributeurs qui ont commencé par l'autodiffusion, c'est-à-dire que j'avais une revue d'art contemporain qui s'appelait Livraison et que j'auto-diffusais. Et je travaillais à peu près avec une cinquantaine de librairies en France. Et puisque c'était une revue semestrielle, tous les 6 mois, j'étais obligé de retourner voir le libraire, rediscuter avec lui, représenter la revue, représenter la structure éditrice, etc. Donc je me suis dit que c'était un peu ridicule comme situation. Et je me suis dit, j'avais 2 solutions. Soit j'augmentais, je passais en mensuel, et comme ça tous les mois, je pouvais effectivement voir le libraire et discuter avec lui et faire la promotion de Rhinocéros, qui était la structure éditrice. Ou soit j'ouvrais ce petit réseau de libraires avec qui je travaillais à d'autres éditeurs. Donc finalement j'ai choisi la deuxième solution qui me paraissait plus raisonnable. Et donc j'ai rencontré très rapidement des petites structures éditrices qui étaient axées sur l'art contemporain ou les arts visuels, qui est donc mon domaine de prédilection. Et d'une structure d'autodiffusion, finalement, maintenant on a à peu près une 60aine d'éditeurs qu'on diffuse. Et on a à peu près 1000 librairies avec qui on travaille de façon annuellement, quoi. Voilà. Donc au départ, effectivement, une des caractéristiques de ma structure de diffusion, c'est que, et de distribution, c'est qu'elle est basée déjà à Strasbourg, en Alsace, et puis également qu'elle est axée sur les arts visuels. Donc c'était photographie, architecture, peinture, sculpture, quoi, etc. Art contemporain. Et puis petit à petit, finalement, j'étais confronté à des éditeurs qui ont souhaité élargir leur catalogue. Donc passer, dans un premier temps, c'était les essais, la philosophie. Donc là, on est obligé d'accompagner l'éditeur. Finalement, on ne peut pas lui dire, bah non, maintenant c'est fini, on arrête de bosser ensemble parce que c'était sur d'autres projets. Et puis également, il y a pas mal d'éditeurs d'origine étrangère, en fait, qui n'arrivaient pas à s'installer en France ou à avoir des contacts avec des structures de diffusion plus conséquentes que la nôtre. Des éditeurs suisses, des éditeurs belges, canadiens aussi, et qui, pareil, étaient dans le domaine de l'art et des arts visuels, quoi. Donc maintenant, par rapport vis-à-vis de Pollen, c'est vrai que nous, on est en grande majorité quand même sur les arts visuels, ça doit représenter 70% du catalogue, mais de plus en plus, maintenant, on a quand même la littérature, l'écriture contemporaine qui s'introduisent dans le catalogue, quoi. Voilà. Alors nous, on est une toute petite structure, en fait, actuellement. On a un représentant sur Paris, un représentant qui fait Belgique et la France, et puis on est 2 personnes à travailler sur Strasbourg. Donc on a une démarche qui est assez particulière parce qu'effectivement on essaie d'avoir une cohérence par rapport à notre catalogue et une cohérence par rapport avec les libraires avec qui on travaille. Et surtout un partenariat avec les libraires, un partenariat avec nos éditeurs. Et donc on privilégie plutôt des relations avec quelques librairies et avoir une présentation relativement importante de notre catalogue plutôt que de se disperser dans les 2000 ou 3000 librairies qui existent, quoi que ce soit actives ou qui existent d'ailleurs, je crois que ça doit être ça, en France. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quand on est comme vous sur un créneau relativement thématique, ouais, qu'on évoquait tout à l'heure, on a 1 ou 2 concurrents, j'imagine, bien identifiés, qui peut-être sont tentés de vous piquer, de vous emprunter, de vous alléger de l'un ou l'autre de vos éditeurs. Est-ce que c'est parfois la guerre ou est-ce que c'est une image que je me fais? Non, là où on est actuellement, on a 2 structures un peu comme la nôtre qui sont axées art contemporain, art visuel, etc. C'est les Presses du Réel à Dijon et puis nous, quoi. Bon, on se connaît très très bien. Et puis bon, on est sur des secteurs un peu différents. Nous, on a quand même aussi, on travaille avec des éditeurs qui, pour la plupart, sont pas forcément sont pas des professionnels. Ça peut être des structures éditrices, ça peut être des écoles d'art, ça peut être également des enseignants qui développent en parallèle une maison d'édition. Donc on a une formation qui est très importante à apporter à ces gens-là, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'effectivement le code barre c'est obligatoire, qu'il y a la loi du prix unique en France qu'il faut respecter, qu'il y a des contraintes qui sont très importantes, qu'on n'a pas le droit de vendre un bouquin à 15 €, et puis le lendemain le mettre en librairie à 17 €, et puis le lendemain à 13 €. C'est tout bête, mais c'est des choses à faire comprendre, qu'il y a un prix indiqué, donc on a pas mal de formations à faire. Après, les autres structures de diffusion qui seraient à la limite des concurrents ont des règles du jeu qui sont beaucoup plus strictes. Je vois par exemple Benoît qui disait qu'à 6 mois à l'avance, il connaît le
le programme éditorial de chacun des éditeurs avec qui ils travaillent. Moi, c'est pas le cas. Hein. Je suis obligé de m'adapter, qu'on est obligé de s'adapter énormément au fonctionnement des éditeurs avec qui on bosse. Et on demande malheureusement, c'est très compliqué, mais aux libraires de jouer le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'eux aussi doivent accepter que, eh ben, de temps en temps, on leur annonce quelque chose, mais la date de sortie a été décalée de 3 semaines parce que l'éditeur n'a pas pu régler l'imprimeur, ou parce que, etc., ou qu'il y a eu un bug sur une image de couverture. Ça peut être un éditeur qui finalement ne fait pas, a oublié de me signaler qu'il avait un livre qui est en préparation, et puis le livre va arriver, donc j'ai 15 jours pour essayer de le mettre en référencement, etc. Il y a tout un travail de suivi qui est assez compliqué, et donc oui, quoi, on a un peu d'utilité publique pour certains, quoi. Voilà, quoi, c'est un peu le constat. Merci, oui, allez-y, voyons. Non, j'ai juste complété ça. Alors, tu as de la chance si tu ne te fais pas draguer tes éditeurs par Volumen ou Interforum. Moi, c'est pas mon cas. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les éditeurs qui devaient avoir une certaine lucidité sur le potentiel de leur livre, c'est que c'est vrai, notre quotidien, malheureusement, c'est aussi de servir d'incubateur de libraires. Donc Mathilde disait que les structures de diffusion avaient comme fragilité de tenir parfois sur 1 ou 2 éditeurs qui représentent une part déraisonnable de leur chiffre d'affaires. Nous, notre quotidien, c'est un petit peu ça quand même. C'est quand même des éditeurs qu'on fait souvent naître, qu'on fait grandir. Puis quand les châtaignes sont chaudes, on a Jean-Pierre Mété qui n'a pas pu venir, qui dit, ou d'autres, non, je plaisantais, mais on se connaît bien, mais qui viennent dire, bah, écoute, ça a l'air de bien marcher, comment, Pollen, ils t'en font 2000, mais ils ne savent pas lire, c'est pas possible. Non, on va faire 5000. Voilà, donc notre quotidien, c'est un petit peu ça. Après, les 5000, ça peut marcher, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, mais ils en vendent effectivement que 2000, quoi. Non, ils en vendent 5000, ils font 3000 retours. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les trajets aller et retour, mais là, c'est une autre question. J'imagine que notre dialogue a suscité ici ou là question, intervention ou témoignage. N'hésitez pas, les micros vont se balader. Qui c'est qui souhaite interroger l'un ou l'autre? En attendant qu'une question émerge, je me permets de reprendre le micro parce que un des points qui me revenait en vous écoutant aussi, c'est que une des difficultés qui émergeait lors de cette étude là par rapport à la viabilité des structures mutualisées, c'est que bien souvent elles naissent aussi de l'envie des éditeurs de se dire mais bon sang, je laisse 58, parfois 60% de mon prix à un diffuseur. Je pourrais monter ma structure et puis ça me coûterait moins cher et voilà. Et donc on a vu plusieurs structures péricliter aussi parce qu'elles étaient trop au service de l'éditeur. C'est qu'en fait, les conditions que la structure avait mises en place pour les éditeurs leur étaient trop favorables, dans le sens où les délais de paiement ou la remise laissée aux diffuseurs, enfin la structure de diffusion-distribution, était pas assez élevée pour en réalité venir couvrir les frais induits par la structure en tant que telle. Et ça a été un vrai apprentissage pour un certain nombre de ces expérimentations, de se rendre compte en réalité que ça coûte très cher, la diffusion. Et ça, je pense que vous n'allez pas me contredire. Est-ce que ça veut dire que dans la phase que vous parliez tout à l'heure, un peu d'éclosion où on s'auto-diffuse soi-même, en fait, on ne calcule pas, on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est le même job qu'on prolonge et on ne se rend pas compte en fait, de... Oui, souvent c'est difficile d'arriver à isoler en fait le coût réel parce qu'on va faire un petit bout de diffusion, on va appeler 3 libraires à un moment et puis après on va travailler avec un auteur, enfin tout s'entremêle et s'entrecroise effectivement, donc c'est souvent difficile d'avoir une compta analytique quand on est en autodiffusion et de se rendre compte du coût réel. De la même façon que la distribution, parfois aussi est difficile à isoler en termes de coûts, même quand on passe par la poste ou par des transporteurs, on ne prend pas en compte le temps passé, on ne prend pas en compte le coût des emballages, on ne prend pas en compte tout un tas de choses qui derrière en réalité vont être sonnants et trébuchants quand on va les quand on vous les facture, on découvre la réalité de la chose, bien sûr. Question, intervention, je vous en prie. Allez-y monsieur, je vous en prie. Voilà, bonjour. En dehors de votre site internet pour diffuser vos livres, comment envisagez-vous la mutation numérique en cours? Comment réfléchissez-vous à cette arrivée? Est-ce que vous avez déjà pensé au livre numérique? Comment souhaitez-vous le diffuser? Enfin, plusieurs questions en une. Avez-vous la tentation
de passer directement vers le grand public, sans intermédiaire. Voilà. Ok, qui c'est qui commence, Nicolas? Moi, je vais commencer parce que c'est très simple, parce que moi c'est vraiment le papier qui m'intéresse en priorité, puis le livre papier. Par contre, on a un partenariat avec une structure qui s'appelle Artbook Magazine, qui est donc spécialisée dans tout ce qui est... bon, pour l'instant, c'est uniquement sur iPad, hein, mais donc on fait des partenariats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos livres qui sont diffusés et chez eux et chez nous, quoi. Et donc on se renvoie à chaque fois les Artbook Magazine. Voilà. ART, trait d'union. ABM. D'accord. Peut-être Erwan Guignard. Moi, en fait, je ne suis pas éditeur, donc ma position de diffuseur et de ce que je peux écouter, entendre et discuter avec les libraires, c'est qu'effectivement le livre numérique arrive, il faut faire avec. Certains libraires, notamment à Mulhouse, ont créé une liseuse avec des téléchargements qui se font dans la librairie. Donc, ce qu'ils perdent d'un côté, ils essayent de fidéliser la clientèle d'une certaine manière de l'autre. Mais là, je me tourne vers les éditeurs. Certains livres sont peut-être plus faciles à vendre dématérialisés que d'autres. Les livres jeunesse, les livres alsatiques, les gens aiment quand même avoir le livre en main. Les livres, les romans, tout ça, c'est peut-être encore autre chose. Je ne sais pas si monsieur Pollen... Benoît Vaillant. Nous, on a un partenariat avec Ipagine, donc qui rebascule sur Apple, Amazon et il m'en manque un, Google. La réalité, c'est que les ventes sont extrêmement modestes. C'est-à-dire que nous, on diffuse des éditeurs dont pas grand monde entend parler finalement. Honnêtement, les ventes de façon dématérialisée sont l'exact reflet de ça. Je crois que notre record de vente, ça doit être 45, quelque chose comme ça. D'un autre côté, on considère qu'effectivement, c'est un marché qui pourrait ou qui peut émerger, et donc on se doit de suivre le train. Mais c'est pas là je préfère avoir un représentant en plus, plutôt que mettre des... Nous, on a des éditeurs qui se sont grillés les ailes quand même là-dessus. Deux noms en jeunesse, ils se sont grillés les ailes à faire des applications à 25, 30 000 euros, qui faisaient plus de livres, et qui sont arrêtés. Merci. Autre question? Je vous en prie. Bonjour, Bernard Kunz, Bandest. Je voudrais m'adresser à M. Vaillant. Je trouve que c'est un peu, allez, je vais y aller, facile de dire en fait aux petits éditeurs qui sont en région de faire un programme sur 6 mois. Quand on connaît en fait que les auteurs, je dirais tout, aujourd'hui essayent d'aller un peu à droite et à gauche pour avoir de la surenchère, pour être sûr d'être édité, la plupart du temps, ils ne sont pas toujours à l'heure. Donc c'est pas toujours que les éditeurs, les fautifs. Après, quand ils vous ramènent en fait les trucs à l'heure, je dirais souvent, ça ne ressemble pas à ce qu'ils vous ont vendu. Donc ça, c'est l'autre difficulté. La troisième difficulté, en fait, aujourd'hui, pour en revenir en fait à la distribution et la diffusion, moi aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans que je suis devenu éditeur par la force des choses, puisque j'étais avant graphiste éditorialiste pour toutes les maisons d'édition en Alsace, en Lorraine et un peu à Paris. Je suis un communicant, puisque je suis un publicitaire défroqué. Donc qu'on me dispatche en fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme catalogue, comme argumentaire, comme comme vignettage, comme promo. Mon diffuseur, en fait, il a une sainte horreur que j'aille voir le libraire directement. Parce qu'il a peur que je lui foute le bordel en fait dans sa manière de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, je trouve ça un peu fort de café. La deuxième, en fait, c'est quand on lui demande en fait où on est distribué. Que dalle, rien. On ne sait pas du tout où on est. Donc on ne peut même pas agir avec lui en se disant « Tiens, là j'ai un titre, pourquoi du côté de Münster on n'est pas mieux diffusé ?» puisque ça correspond à sa zone de rayonnage et ainsi de suite. Rien du tout. Donc à un moment donné, quand je dirais l'éditeur se trouve en fait face à un distributeur-diffuseur régional qui est comme lui, qui ne peut faire que du régional, puisque nous quand on fait du régional et qu'on appelle un grand diffuseur en disant « Écoutez, du côté de Bordeaux il y a des Alsaciens, j'ai plein de titres en fait qui pourraient être intéressants. Henri Lux, le train, le Haut-Königsbourg, le linge, et ainsi de suite. Ils vous écoutent, ils ont fait d'une oreille distraite, à la limite, ils vous raccrochent presque même au nez. Déjà, quand ils vous prennent au téléphone, ça c'est déjà la première chose. Donc on se contente en fait de rayonner sur notre région, avec nos difficultés, avec notre particularisme et tout ça. Un autre exemple, un livre, je dirais, que je donne à mon distributeur,
dès qu'il y a le mot Alsace-Lorraine dessus, il me jette à la gueule. Pourquoi? Parce que les Lorrains, il va me dire, ils vont pas les acheter, parce qu'il ne va pas l'acheter, parce qu'il y a le mot Alsace dessus. Et inversement. Et c'est comme ça. Mais oui, mais attendez, c'est facile de dire à un éditeur, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Attendez, excusez-moi, parce que là, vous êtes en train quand même d'enfoncer un clou sur les diffuseurs-distributeurs qui, à mon avis, ne on mérite fait que pas. ça, nous, enfoncer des clous. Enfonçons des clous. Alors, j'ai enfoncé le mien. D'abord qu'on demande un programme sur 6 mois, c'est parce que les libraires nous demandent. Après, je suis pas naïf, je sais bien que les éditeurs, derrière, ils ont des auteurs. Je sais bien que la couverture qu'on va avoir, ça va pas être la bonne. Je sais bien qu'il peut y avoir un décalage. Mais c'est ce qu'on attend de l'éditeur. Après, si ça se réalise, tant mieux. Tout comme nous, quand on donne un objectif à un éditeur, il est ravi qu'on fasse nos 1200 exemplaires. Si ça se réalise, tant mieux. Mais c'est pas une science exacte. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, parce que vous aviez quand même 4 ou 5 questions. La visibilité en librairie. Alors, je ne sais pas comment vous êtes distribué, mais il suffit de la demander à votre distributeur. C'est une question de transparence. Je suis sûr que Nicolas ou Erwan, ici, vous donnerez volontiers, si vous étiez distribué par eux, si vous étiez distribué par Pollen, la liste des libraires chez qui vous êtes présent. C'est un autre point. Dernier point, vous disiez, je n'ai pas le droit d'aller en librairie, mon distributeur me l'interdit. C'est faux aussi, comme je disais tout à l'heure. Ça dépend des diffuseurs. Ça, c'est qui le dit, hein. Moi, le mien, il me dit... excusez-moi, monsieur, excusez-moi, c'est ce que vous avez dit, vous. Nous, au contraire, on encourage les éditeurs à y aller. Pourquoi? Parce que, comme je disais, nous, les représentants, ils ont des programmes, ils ont 50, 60 titres par mois. Donc, le libraire, il va leur consacrer 40 minutes pour 50, 60 titres. Ça fait 1 minute par titre. La réalité, c'est que si un éditeur y va, et pour autant qu'il s'y prenne bien, le libraire lui donnera aussi 40 minutes sur 3 livres. Donc, c'est pas du tout le même discours. C'est pas du tout le même lien qui se crée. C'est pas la même fonction. Moi, je rajouterais une chose qui peut être un peu surprenante par rapport aux éditeurs. Ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que le livre, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même d'aller vers le lecteur. Donc, c'est pas parce que le livre est imprimé qu'il doit être sorti. C'est ça qu'il faut comprendre. L'objet livre, il peut très bien patienter pendant 2 mois, et puis de faire un plan de lancement, de l'envoyer à la presse, et voilà, et de dire que la date de sortie, ça sera 2 mois plus tard, le 5 ou le 10 février. Et puis voilà, on a toujours l'impression qu'une fois que le livre est sorti, que tout de suite il doit être parti en librairie. Mais non. Vous savez combien ça coûte, en fait, 2 mois de stock, en fait? Non, mais je sais. Non, mais attendez. Mais c'est pour ça qu'on parlait de budget tout à l'heure. On est dans des sphères, en fait, pas très réalistes. Hein, de ce que vous dites de tout ça, je le partage, mais à 100%. Ben voilà. Mais la réalité du terrain, en fait, c'est pas ça. Mais c'est justement, c'est parce que tout le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attendez, vous me dites que je dois garder, en fait, pendant 2 mois un bouquin que je viens de payer quasiment au cul du camion, parce qu'aujourd'hui les imprimeurs, ils flippent tellement, en fait. Quand ils entendent le mot éditeur, c'est comme il y a 20 ans, quand on leur disait « je suis publicitaire ». Oh là là, c'est quoi ça? C'est le diable, il va jamais me payer. Donc du coup, on est obligé de payer au cul du camion. Alors qu'est-ce qu'on veut, nous, en fait, quand on est gestionnaire? C'est que le plus rapidement, que ça soit dans le circuit de vente, et que ça rapporte effectivement le plus rapidement de l'argent. Mais à tout le monde, au diffuseur comme à l'éditeur, puisqu'on a cause commune à ce moment-là. Et vous me demandez, en fait, de le garder en fait au chaud pendant 2 mois. Peut-être 2, oui, quoi. Ce qui est important, c'est quand même de l'accompagner. Désolé, c'est pas une réponse que j'attendais aujourd'hui. Hein. J'attendais des réponses un tout petit peu plus, comment je dirais, évidentes. Aujourd'hui, moi, j'ai posé la question à mon diffuseur. Qu'est-ce qu'un libraire attend de la part d'un éditeur en termes de produits à la vente? Aujourd'hui, je le sais toujours pas. Quand je lui propose de mettre des présentoirs en place, on me dit « Ah, il n'a pas de place ». Ok, alors je laisse tomber les présentoirs. Quand j'y vais, en fait, pour lui proposer des affiches, « Ah oui, mais les vitrines sont occupées par les grosses maisons d'édition qu'on dit major ». Ok, il n'y a pas de place pour toi, tu es un nain. Ok, je dégage. Après, je lui propose en fait des séances de dédicaces. Aujourd'hui, j'en veux plus parce que ça ne marche plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, les petits éditeurs, en fait, pour qu'on puisse s'en sortir? Que les diffuseurs nous donnent des idées, en fait, qu'il y ait du partage, et à ce moment-là, on répond. C'est l'héros, c'est pas le diffuseur qui va vous dire ce qu'il faut faire comme livre, et puis à un moment donné, c'est quand même, c'est à vous de réfléchir sur votre maison d'édition, de voir quel est son objectif, quels sont les titres qu'elle sort, etc., de voir quel public peut être. C'est pas au diffuseur de vous le dire, le diffuseur, il peut effectivement. Oui, monsieur Vaillant a très bien dit, en fait, tout à l'heure. Non, mais il y a des choses qui paraissent. Dans l'ordre. C'est-à-dire, ce qui est valable, en fait, au niveau national n'est plus valable en région, quoi. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, sortir un livre de littérature au mois de novembre, par exemple, ou au mois de septembre, c'est pour un petit éditeur, sortir en septembre un livre de littérature, c'est une folie, c'est ridicule. Même l'automne. Oui, mais s'il a une opportunité de le sortir pour l'éditeur, en fait, qu'un autre éditeur, concurrent lui pique l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Vous décalez votre impression du livre de 2 mois, mais pour rentrer dans une saison qui est beaucoup plus adaptée pour un petit éditeur. À un moment donné, il faut être cohérent par rapport on imagine bien que la rentrée littéraire, pour un petit éditeur, c'est
quelque chose où il est noyé dans cette rentrée littéraire. Et puis après, en automne, quand il va y avoir les commandes de libraires pour Noël et des choses comme ça, ils vont pas dépenser, ou ça va être très compliqué à leur faire prendre en plus des livres de littérature en pleine période festive, quoi. Donc, à un moment donné, il y a quand même aussi des cohérences par rapport à justement cette fameuse chaîne du livre, et puis avoir un fonctionnement de cette chaîne du livre et comment elle marche. Hein. Et c'est vrai que il faut peut-être alors décaler l'impression de 2 mois, peut-être. C'est peut-être ça. Je me suis peut-être trompé. Vous décalez l'impression de 2 mois, mais ça permettrait effectivement d'avoir 2 mois d'avance. Hein, pour pouvoir lancer le travail de ce qu'on disait de surdiffusion, c'est-à-dire accompagner votre livre en tant qu'éditeur chez le libraire, c'est tout à fait logique. Je ne vois pas comment un diffuseur, au contraire, il ne demande que ça, que l'éditeur soutienne la diffusion de ses représentants. C'est tout à fait logique. Hein. Parce que moi je parle toujours un peu les services presse qui sont signés chez POL ou chez des gens comme ça part, mais c'est des wagons entiers pratiquement, quoi, pour les libraires, etc. Donc vous imaginez bien que si eux font ça, un petit éditeur, lui, il va falloir qu'il se déplace également et puis qu'il présente ses ouvrages, qu'il défende son... Voilà. Alors c'est là où ça devient compliqué, c'est après quand on prend un minuscule pourcentage sur les ventes des livres et qu'on dit voilà c'est pour la diffusion, l'éditeur se dit je comprends pas parce que tu fais la diffusion et moi je fais également la diffusion, quoi. Voilà. Alors en fait c'est de la surdiffusion et ça c'est un soutien mutuel en fait pour que le livre puisse être en librairie, quoi. Les places sont très très chères, hein. Nous on est dans l'art contemporain, je peux vous dire qu'avoir une place à Beaubourg pour présenter un livre, la concurrence elle est rude parce qu'en plus c'est international, ça vient de tout et quand on est très heureux parce qu'on a réussi à mettre 5 livres 5 exemplaires d'un livre à Beaubourg, nous on saute au plafond pratiquement et l'éditeur il est scandalisé en disant mais c'est pas possible, hein. Et on dit non, c'est comme ça. C'est ce que Mathilde Rimaud appelait tout à l'heure le principe de réalité. Voilà, il y a un principe de réalité quand même, hein. Enfin, je vous entends dire en fait au même titre que M. Vaillant et vous-même, je veux dire c'est comme ça. Vous croyez que les éditeurs peuvent se contenter d'entendre dire comme ça, c'est comme ça? Non. Non, mais à un moment donné, en fait, si on ne bouge pas les lignes, en fait, ça ne bougera jamais. Vous me parlez de service presse. Vous savez où on est ici? On est en Alsace. Je le sais, moi j'y suis. D'accord. L'Alsace, c'est quoi? C'est les DNA. C'est quoi les DNA? Je sais, parce que j'ai travaillé pour eux. Il y a des radios, il y a des... Essayez de prendre effectivement un journaliste en fait, pour qu'il fasse la promo de vos livres. Il faut vraiment que ce soit un très très bon livre en fait, pour qu'il s'y intéresse. C'est une question pour vous. Ça. Et pour le reste du temps, je dis en fait, vous allez vous brosser. D'accord? Mais gentiment, hein, avec toute l'affection que j'ai pour les journalistes en fait, et pour cette vénérable maison qui m'a quand même fait manger pendant près de 15 ans. À un moment donné... Alors le service presse, je vais en faire pour quoi là? Pour QS Magazine? Pour les magazines de la région? Pour Poly et ainsi de suite? Personne ne regarde ces magazines. L'avantage, c'est qu'on peut se déplacer puis les amener. Puis deuxièmement, ça va amener après un chat. Si vous parlez en même temps, on n'entend rien de toute façon. Oui, je sais. Et je ne répondrai pas sur les dernières nouvelles d'Alsace et la Nuée Bleue. Je ne suis pas là pour ça. Allez-y. Non, mais à un moment donné, c'est évident que quand on sait que la rentrée littéraire, ça représente 700 livres, faire partie de cette rentrée littéraire, quand il y a une petite structure, où on n'a pas de contact, on n'a pas, etc., c'est très compliqué, ça c'est évident, quoi. Donc il faut à un moment donné se décaler, il faut essayer de trouver il y a quand même des petits éléments de bon sens comme ça qu'il faut absolument prendre en compte quand on fait l'édition, quoi. Et voilà, Mathilde Rimaud, j'ai enlevé le micro tout à l'heure. Non, simplement, je trouve que votre réaction témoigne de à quel point cette question de la diffusion, du lien à ceux qui vous représentent derrière sur le terrain est complètement cruciale, difficile, voilà, et que votre réaction le montre, mais on pourrait interroger, j'imagine, tous les éditeurs dans la salle. D'abord, rares sont les éditeurs contents de leurs diffuseurs, hein, ça... Ah, bah voilà, merci. Bon, bah voilà, ils sont rares, ils sont 2 dans la salle. Donc voilà, c'est pour ça que j'insistais en introduction, alors de manière encore une fois à grands traits, etc., mais sur l'importance pour chacun d'avoir cette conscience, comme vous disiez, des enjeux de la chaîne au global. Hein. Est-ce que je sors mon livre au bon moment parce que je suis pas tout seul, voilà, qui je suis, qui est ma maison d'édition par rapport à l'ensemble du marché, non pas pour se dévaloriser ou se dire qu'on n'a pas de place ou qu'il vaut mieux arrêter ou je ne sais quoi, simplement pour être, voilà, pour trouver sa place, exactement, pour la trouver, savoir la défendre correctement. Donc en tout cas, c'est sûr que c'est une question qui soulève en général les passions et les énervements. Oui, autre intervention, autre question, merci. Oui, je voudrais juste donner un autre point de vue, c'est celui du libraire. Alors, Erwan a dit tout à l'heure qu'il imaginait
être plus efficace en prenant plusieurs maisons d'édition. Et c'est vrai que pour nous, c'est plus intéressant de recevoir un seul représentant qui va nous présenter d'abord quelque chose de varié, ensuite d'assez conséquent pour qu'on puisse lui consacrer du temps. Pas trop conséquent parce que sinon on ne lui consacre plus assez de temps, tout au moins à chacun des éléments qu'il va nous présenter. Donc c'est un juste équilibre à trouver entre un programme trop petit et qui va pas nous convaincre parce qu'on n'a pas le temps de s'y intéresser, et un programme trop gros et surtout disparate, auquel on ne va pas non plus s'intéresser parce qu'on va être au bout de quelques minutes noyé sous l'information, et voilà. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, quand on est libraire à Strasbourg, on a de temps en temps l'occasion d'avoir des stagiaires, en particulier du master d'édition. Et le master d'édition a ceci de très intéressant, qui prend des gens extrêmement jeunes et qui ont sans doute une idée peut-être idéale du métier d'éditeur, etc. Et quand ils viennent en stage, j'en ai déjà eu 3, la première des choses que je leur dis, c'est imaginez que vous avez fait ce livre-là, n'importe lequel, vous choisissez n'importe quel livre, et vous suivez son trajet dans la librairie, son trajet depuis le jour où on le commande jusqu'au jour où on le vend ou renvoie, au choix. Les deux peut-être. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il devient? Alors, qu'est-ce que devient un livre, quelle que soit sa qualité, quand il est noyé dans la masse des arrivages du mois d'octobre, ou de pré-Noël, ou de etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il devient? Pour quelle raison le libraire va le mettre en avant? Et quel est encore le rôle du diffuseur dans la mise en avant du libraire? C'est pas parce qu'il en a pris 5 qu'il va nécessairement les mettre à la meilleure place. C'est pas parce qu'il en a pris 2 qu'il ne va pas le mettre en vitrine. C'est pas parce qu'il en a pris 10 qu'il en vendra 10. Et donc, peut-être que il est extrêmement difficile pour le diffuseur de nous convaincre. Il est aussi difficile pour le libraire de savoir ce qu'il va vendre réellement, d'où les allers-retours. Et voilà. Et un éditeur, un étudiant éditeur, qui va venir en librairie assez régulièrement pour suivre un livre, juste un, pour voir ce qu'il devient dans la masse de ce qui sort, aura peut-être aussi une idée, lui, de la difficulté, non pas de faire un bon livre, parce que je suppose qu'ils sont tous bons, c'est pas ça, mais de le laisser vivre. Et comment le laisser vivre, et combien de temps le laisser vivre, et pourquoi le garder plutôt qu'un autre, et pourquoi prendre celui-là plutôt qu'un autre. Et donc, les diffuseurs font leur travail, les libraires font le leur avec un autre point de vue, et je suppose que les auteurs et les éditeurs auraient bien des choses à dire à chacun. Il y a un éditeur qui demande la parole là derrière vous. On va lui donner alors. En plus, c'est un content. Oui, merci. J'ai 2 questions qui rejoignent très très bien l'intervention de mon camarade libraire, qui concernent aussi, c'est justement le livre, la diffusion et la distribution aussi. Qui, tu l'as bien souligné, c'est une question d'aller et de retour aussi. Et je sais que j'ai la chance de pouvoir travailler avec un diffuseur national qui a une équipe voilà, de représentants de toute la France, et puis de pouvoir confier régionalement, là où mon diffuseur national ne va pas, mes titres à Erwan, pour ne pas le nommer, donc qui travaillent différemment. Et je vois par exemple en diffusion, une équipe de diffusion nationale va sans aucun doute essayer d'optimiser la mise en place, donc la taille de la pile au moment où le livre sort dans la librairie, et va avoir un mal fou à faire un suivi sur cette pile. Qu'est-ce qu'elle devient? Le mois prochain, quand le repasse dans le même point de vente, est-ce qu'il regarde si la pile a baissé ou si c'est toujours la même, s'il n'y a plus de pile, s'il y a quelque chose à faire, voilà. Comment, en diffusion, gérer cette dimension-là, qui est la dimension de la juste quantité pour optimiser le taux de retour? Ça, je pense que c'est un enjeu très important, et de suivi pour permettre justement à un livre de vivre une vie un peu plus longue que 15 jours sur la table et puis retour, quoi. Et puis, il y a un corollaire en distribution, qui est qu'aujourd'hui, la distribution en France, en règle générale, est aussi centralisée que tout le reste du pays. Et tous ces flux d'aller-retour, c'est des flux qui font des centaines de kilomètres,
qui ont un coût carbone monstrueux, qui ont des délais de livraison qui sont très longs et qui ont un coût important. Est-ce qu'on entrevoit des possibilités de, je sais pas, d'éclater un peu le stockage, de réduire la durée des circuits, je sais pas. Est-ce que des choses sont imaginables? Voilà. C'est deux questions, on va dire écolo sur la diffusion-distribution. Qui souhaite répondre le premier? Bon, Vaillant, allez-y. Oui. J'ai aucune solution aux problématiques de flux, malheureusement. Non, il y a quand même un outil qu'on ne cite pas, c'est... Peut-être que... Allô? Moi, je suis un diffuseur qui vend les livres doucement. C'est bien. Non, il y a quand même un outil, sur la profession est quand même pas mal organisée en termes de flux. Prism, je pense, nous fait faire une belle économie d'empreinte carbone. Le fait que ce soit mutualisé et que des palettes entières repartent vers les libraires, ce sera toujours mieux que faire de multiples colis qui sillonnent de tous les côtés. Avec la nuance qu'un distributeur installé en province n'aura jamais accès à Prism. Je suis installé en province. Enfin, d'un autre côté, je suis en... Alors, Prism, en deux mots, donc Prism, c'est une plateforme de redistribution qui est à Paris, dans le 12e boulevard Poniatowski. Donc tous les distributeurs envoient leurs livres à Prism. Les livres les colis plutôt sont répartis en palettes généralement par libraire. Les libraires viennent tous les jours ou hebdomadairement récupérer leurs palettes ou envoient plutôt leurs transporteurs. C'est à Paris, c'est pour les libraires de province. Et nous, on est installé en Vendée. On va beaucoup plus vite avec Prism qu'envoyer par la poste. Et non mais non. Je comprends. Ah, mais c'est pas, vous pouvez pas dire ça là. Excusez-moi, Prism, ça rajoute du délai dans le délai. Ouais. Nous, on est en province, là, on est en Alsace. Hein, particulièrement si ça vient de chez vous. C'est pas un élément qui fluidifie le trafic. J'ai pas dit qu'on était les plus rapides. Hein. J'ai pas dit ça. Non, mais non, honnêtement, Prism, nous, les palettes sont levées. Alors, on va peut-être entrer dans des technicités. Nous, les palettes sont levées à 16h à La Roche-sur-Yon. Ça arrive avant 15h chez Prism. Et pour autant, vous en leviez tous les jours. C'est à 17h à quai pour votre transporteur. Oui, mais la question de notre ami Pierre, c'était pas celle-là. C'était la question de décentraliser la distribution avec des îlots locaux, des régionaux. C'était ça, cette question-là. Moi, je parlerai de mon expérience. Nous, on travaille chez Prism, c'est exactement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on envoie tout chez Prism. Donc, je ne vois pas pourquoi un distributeur ne pourrait pas passer par Prism. Hein. Et d'un point de vue, ça évite effectivement, au lieu de faire, je ne sais pas combien d'envois par jour, des petits colis qui passeraient par la poste à droite à gauche, et recentraliser, après redistribuer. Alors, effectivement, le délai est un peu plus long, ça c'est certain, mais c'est tout à fait possible. Hein. Pour ça, je ne comprends pas comment... Oui. Je peux me permettre, sur la question des stocks, excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Jean-Paul Clé, Strasbourg, la question des stocks est en train peut-être d'être réglée par un procédé assez nouveau et qui existe très peu en France. Les éditions Andersen qui viennent de se créer récemment à Paris et dont s'occupe à Strasbourg Olivier Larizza ont inauguré pour justement ne pas avoir des coûts de stock et d'aller-retour d'invendus, certaines grandes maisons ayant jusqu'à 90% de retour. Me dit-on, certaines grandes maisons reçoivent en retour 90% de leur livraison. Il existe donc, pour faire court, un procédé d'impression à la demande, qui est le fait d'ailleurs d'un grand imprimeur allemand, dont j'oublie le nom, mais qui existe en Allemagne, un grand imprimeur allemand, qui reçoit les commandes. Bon, le livre est évidemment dans un premier temps moins présent en librairie, mais la librairie commande le livre et le livre est livré dans les 8 jours et ça évite des centaines et des centaines d'exemplaires de stock et de retours et d'invendus. C'est assez intéressant, Andersen, tout récemment. Mais il y a un deuxième éditeur en France, et j'oublie son nom, qui pratique également. Oui, c'est les nouveaux auteurs qui font ça aussi. Merci, Erwan Guignard. J'aimerais juste apporter une précision à ce qui a été dit par M. Kunz, Pierre Marchand et Thierry de Presqu'île. Donc moi, c'est bien précisé, je ne suis diffuseur. Donc je ne touche pas à la partie distribution, facturation, logistique. Et mon boulot est donc de présenter aux libraires les nouveautés. Après, M. Kunz, tout ne se met pas partout en même nombre, tout ne se met pas partout tout simplement.
Certains libraires ont des coups de cœur, des livres qu'ils savent d'avance qu'ils ne les vendront pas, et je l'ai la plupart du temps remarqué. Donc à quoi sert de mettre, pas systématiquement, mais chez certains endroits, dans certains libraires, chez certains libraires, des livres, tu sais pertinemment que ça va retourner 1 mois et demi après. Donc que le livre ne soit... Et puis après, il y a le problème de la distribution, c'est lourd, c'est une grosse logistique. Le livre ne peut pas être en 15 jours comme ça partout. Après, c'est tout un travail de fourmi, et je comprends vos griefs, mais voilà, après, c'est aussi... Pardon ? Ah non, oui, bon, ça c'est des... Bon, ça m'intéresse pas le... Mais faut appeler monsieur en deux aussi. S'il vous plaît, on va peut-être pas régler ici des affaires commerciales. Non. Est-ce que je peux... S'il vous plaît. Est-ce que je peux donner la parole à Mathilde Rimaud qui voudrait répondre à ce thème? Et puis, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de l'adaptation des volumes à la réalité pour éviter les retours dont parlait Pierre Marchand tout à l'heure. Oui, on n'en a pas suffisamment parlé. Peut-être Mathilde Rimaud, puis vous. Hein. Oui, je voulais juste revenir sur la question de la décentralisation des stocks, avant de parler du print on demand que vous évoquiez. Parce que, de fait, ça existait. Les gros distributeurs nationaux, Hachette, Interforum, etc., avaient des plateformes, ont encore pour certains des plateformes régionales, Nantes, Lyon, voilà. La plupart ont fermé. Parce que ça n'était plus rentable à leurs yeux suffisamment. Donc c'est une vraie question, hein, cette question de décentralisation des stocks. La France a un fonctionnement centralisé historique. Toute la chaîne du livre s'est construite comme ça. En Allemagne, c'est pas du tout le cas. Ce sont que des grossistes régionaux qui gèrent l'ensemble des catalogues. Donc c'est quelque chose qui pose effectivement un peu question. Alors la réponse qui a été apportée au niveau interprofessionnel, c'est Prism, effectivement, puisque même si ça rallonge d'un jour ou deux, ça réduit les coûts pour tout le monde, ça simplifie le travail des libraires également, évidemment, avec un interlocuteur, un transporteur unique pour l'ensemble des distributeurs, mis à part Hachette, qui continuent à passer en direct, enfin qui envoient en direct pour les commandes. Donc voilà, donc c'est effectivement une piste. Alors il y a des grossistes dépositaires qui continuent d'exister aussi. Certains, on a cité tout à l'heure la Sobodi en Aquitaine. Il y a Mariani Pinelli aussi en PACA par exemple, qui rendent service aux gros distributeurs en jouant le rôle de dépositaire, c'est-à-dire qu'ils envoient chez eux leur stock, qu'ensuite ils les redistribuent eux-mêmes. Par exemple, ou bien qui permet aussi à des toutes petites librairies de niveau 3 ou niveau 2 de venir se servir directement chez eux et au lieu d'ouvrir un compte directement chez le distributeur. Donc il existe quelques structures décentralisées, mais c'est pas, le territoire n'est pas structuré comme ça aujourd'hui, effectivement. Mais en revanche, ce qui permettrait de réduire fortement l'impact carbone, c'est effectivement la réduction des taux de retour. On peut quand même se dire que les libraires là-dessus, et vous nous compléterez éventuellement, on fait un travail énorme de rationalisation de la gestion, de monter au créneau contre un certain nombre de diffuseurs nationaux qui avaient des pratiques pas très correctes en la matière, avec des offices forcés et des envois de nouveautés qui n'avaient pas été commandés à la base. Donc il y a eu quand même une prise de conscience au niveau interprofessionnel, et je pense que les rencontres nationales de la librairie, par exemple, ont été des lieux de discussion, ou en tout cas d'officialisation, de négociation sur ces points-là. Donc il y a des choses qui avancent. Néanmoins, les taux de retour nationaux restent quand même assez élevés. Mais je vous rappelle qu'on a 65 000 nouveautés par an, hors réimpression. Ces 65 000 nouveautés, c'est ni les diffuseurs, ni les libraires qui les produisent. La première des choses, c'est qu'il n'y avait pas tout. À l'époque, c'était un petit libraire de 25 mètres carrés. Il n'y avait pas tout. Et comme on était en compte chez Hachette, et on ne pouvait pas nous aller en compte chez Hachette, on n'avait pas le droit de passer ailleurs dans le CRDL parce que le compte n'était pas assez gros. Donc on n'avait pas accès à Paris. On était obligé d'aller en région. Il n'y avait pas tout. Et ça coûtait de la cher. Ça coûtait cher. La remise était moindre.
Ah oui, il y avait une rupture de charge supplémentaire. Et puis quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Il y a un monsieur qui a une question là depuis un moment. Oui. Allez-y. Oui, moi, ma question porte sur la place de l'auteur dans le circuit de distribution. On a évoqué la place de l'éditeur, la place du diffuseur, la place du distributeur. Je pense que l'auteur... Mais ma question n'est pas du tout ironique, hein, mais je pense que l'auteur a une place à tenir aussi dans la distribution, mais je trouve qu'elle est délicate parce que elle est informelle, elle passe par le bouche à oreille, elle est parfois un peu gênante parce qu'elle touche à l'autopromotion qui est un peu... Alors voilà, alors c'est... bon, ma question, est-ce que vous avez quelque chose à dire, un conseil à donner ou des normes à placer? Enfin, c'est un peu la question. Moi, je pense qu'il a une place à tenir quelque part, mais je trouve qu'elle est délicate. Voilà. Merci beaucoup de la question. Qui c'est qui souhaite répondre? Voyons, allez-y. Je vais faire une réponse extrêmement classique, mais c'est vrai que vous êtes en littérature, non? Vous faites de la littérature. En littérature en particulier, la première question qu'on pose à l'éditeur quand il vient présenter son livre, c'est, généralement, nous c'est des petits éditeurs, des auteurs moins connus. Et donc la première chose, c'est est-ce que l'auteur va être sur des salons, est-ce qu'il est disponible pour des signatures, est-ce qu'il a publié ailleurs? Donc le rôle de l'auteur en littérature est déterminant. Il n'y a plus la place, et je le dis avec prudence, il y a des libraires dans la salle, mais il n'y a quand même plus trop de place pour de la littérature, d'auteurs inconnus. On peut compter sur 5, 10, 20 libraires qui vont s'en emparer, mais on ne peut pas compter sur tout un réseau de 600 librairies qui vont se saisir d'un livre. C'est plus possible. Donc ça va être de ci, de là. On a des libraires, je ne vais pas citer de nom, mais on a des libraires qui s'emparent d'un livre et tout d'un coup, c'est vrai que ça fait flamber les ventes et qui sont capables de vendre 50, 100 exemplaires de ce titre-là, de cet auteur, mais ça ne peut pas être démultiplié partout. Donc on a besoin, et là je me répète, mais on a besoin d'auteurs qui se font connaître, qui font jouer leur réseau, qui ont un Facebook, qui quand on fait un lancement en librairie, invitent leurs copains. Enfin, c'est donnant-donnant. Quand on mobilise un libraire pour lui dire, écoute, il y a ce livre qui sort, est-ce qu'on peut faire le lancement chez toi? Le libraire fera venir ses clients habituels, mais il compte avant tout sur le réseau de l'auteur. Non. Vous êtes pardonné, même encouragé, je crois. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, c'est que les auteurs soient mieux informés ou connaissent mieux le fonctionnement concret de la commercialisation du livre. Parce que de comprendre pourquoi son livre n'est pas en magasin, par exemple, ou d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas en magasin, voilà, ça évitera éventuellement de la frustration, de la rancœur contre l'éditeur. L'éditeur n'est pas content de son diffuseur, mais bien souvent l'auteur n'est pas content non plus du travail commercial de son éditeur. Donc, en tous les cas, il peut y avoir un accompagnement des auteurs, peut-être, ou une meilleure connaissance de l'ensemble des enjeux de tous les maillons de la chaîne, qui peut être aujourd'hui un petit peu défaillante. On peut trouver parfois des auteurs aussi un peu envahissants, près de l'éditeur, près du diffuseur, près du libraire, et peut-être un peu pénible, non? Bon, je ne me prononcerai pas sur ce point. Pierre, c'est Simonin puis Pierre. Ouais. Ouais, je voulais prendre 2 secondes la parole par rapport à ça, parce qu'en fait, comme on a un catalogue qu'on essaie de rendre particulièrement cohérent, bon, quand on a contemporain, la photographie ou autre, finalement, nous participons beaucoup à des salons en tant que diffuseur et distributeur, ce qui nous permet effectivement de proposer à des petites structures éditrices d'être présents dans ces salons. Donc cette année, on a été à Genève, là on vient de faire le salon de la revue, et mi-novembre, on va faire l'autre livre à Paris. Donc c'est des salons un peu, pas alternatifs, parce que le salon de Genève, c'est pas... Mais donc, et pour nous, alors peut-être parce que je suis issu de l'édition au départ, quoi, mais pour moi, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les auteurs, quoi. Et c'est vraiment agréable parce que, bon, effectivement, c'est un métier qui est assez intéressant de faire de la diffusion et de la distribution. Il y a un côté commercial qui est quand même pas forcément ce qui est le plus marrant. Certes, on voit les livres passer entre nous, dans nos mains, donc c'est agréable, mais c'est vrai que rencontrer les auteurs, rencontrer les éditeurs ou rencontrer les libraires, c'est quand même aussi un attrait dans ce métier-là, quoi. Et faire les salons, je trouve que c'est une des possibilités, entre autres, de faire ça, quoi. Et ça me fait penser qu'il y a un autre endroit où vous pouvez aller par rapport à la notion de commercialisation, c'est les réunions de représ.
Alors je ne sais pas si à Pollen vous faites ça. Oula, je vois Benoît qui rigole jaune. Pour le coup, quand au sein d'une maison d'édition, je m'occupais j'étais responsable promotion, dans les relations repré, enfin dans les réunions de repré, régulièrement on faisait venir des auteurs pour parler de telles nouveautés sur lesquelles on voulait mettre l'accent. Et l'air de rien, alors il y a des auteurs qui détestent ça, ou que ça fait stresser 3 jours à l'avance, ou enfin voilà, c'est pas forcément un exercice simple. Mais en revanche, on parle toujours dans la chaîne du livre, dans la chaîne commerciale, de la déperdition d'informations entre l'auteur qui a écrit son ouvrage, qui le transmet à l'éditeur, qui lui-même va en avoir une interprétation, ou enfin voilà, il y a déjà de la perte, puis de l'éditeur au diffuseur, il y a encore de la perte, du diffuseur au libraire, encore de la perte, et du libraire au lecteur, non pas de perte, mais presque. Bref, en tous les cas, du coup, si c'est l'auteur qui vient défendre, parler de son livre à un moment en réunion de repré, eh ben on regagne un petit peu de cette matière, de cette chair, de cette parole. Finalement, c'est cette parole qui est transmise d'un maillon à l'autre jusqu'au lecteur final. Donc plus vous donnez, et ça rejoint ce que vous remarquez de tout à l'heure, plus vous remettez dans cette chaîne de parole, plus vous redonnez de la matière, du fond, à la fois au niveau commerce, enfin au niveau éditorial, sur qu'est-ce que vous défendez dans votre catalogue. Et que ça, vous savez, à partir du moment où vous savez le faire passer à votre diffuseur, et que quel que soit le titre que vous publiez ensuite, il sait que dans votre catalogue, ce titre-là, il a du sens parce que vous avez su lui expliquer ce que vous vouliez faire de manière générale, et ben cette déperdition de parole, elle est moins flagrante. Il faut redonner de la chair sans arrêt. C'est ça le travail de surdiffusion en réalité. Merci Pierre, et puis monsieur, allez-y. Oui, c'est pour aller dans le même sens que tout le monde, et pour répondre un peu à la question de Gérard, par rapport au rôle des auteurs, je crois que, on l'a entendu là tout à l'heure, déjà entre l'éditeur et le diffuseur, il faut travailler en bonne intelligence, informer les uns les autres à l'avance le plus possible, le plus en amont, le plus finement, et puis sans prendre des heures. Avec les auteurs, c'est un peu pareil, il faut réussir à se parler un maximum, mais à se mettre au service les uns des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un auteur qui va effectivement mobiliser son réseau, faire parler de lui, se rendre disponible pour être présent en librairie sur un lancement ou sur un salon, va rendre service. Mais je retiens par exemple des souvenirs terrifiant pour moi de certains auteurs qui, croyant rendre service par exemple, sont allés sur le terrain, leur bouquin à peine paru, négocier auprès de 25 libraires, 25 séances de dédicaces, ils ont fait livrer 25 fois 20 bouquins et ils en ont vendu à chaque fois 25 fois 1 et on en a eu 25 fois 24 au retour et en fait ils ont fait perdre de l'argent, du temps et de la confiance à toute la chaîne. Et voilà. On peut commettre des maladresses et je pense que le seul moyen d'éviter les maladresses, c'est de se parler un maximum et d'essayer de comprendre quels sont les besoins de l'autre dans la chaîne. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une chaîne en fait. Auteur, éditeur, diffuseur, libraire, etc. Merci Pierre. Monsieur, peut-être le micro peut-il glisser jusque là-bas? Merci beaucoup. Ce sera vous après, vous inquiétez pas. Allez-y. Mais je ne donnerai pas de nom, mais il y a quand même le rouage important après entre le distributeur et le libraire, c'est le représentant. Alors bon, ok, les catalogues sont importants, la production est énorme, mais on a quand même souvent l'impression que les représentants n'ont pas d'engagement par rapport à ce qui est présenté, connaissent pas ce qui est présenté, n'ont pas lu ce qui est présenté. Moi, je suis un peu impressionné aussi de la capacité à regarder dans le rétroviseur. Pas de tablette avec des choses à montrer, avec des images, avec des extraits, avec des leaflets, enfin des petites choses qui à mon avis sont basiques. Toujours pareil, combien tu as vendu du précédent, tu en as vendu 4, est-ce que tu peux pas en prendre 5, enfin, des outils rétrospectifs. Et moi il me semble que parfois le représentant il arrive vraiment à poil chez le libraire et avec tout ce qu'il faut pour ne rien faire pour que ça marche, quoi. Les détails du genre auteur de ta région, on ne sait pas. Enfin, là, je peux donner un nom, parce qu'on a quand même Véronique Cohu chez Grasset, où Grasset n'a pas su dire au libraire en Alsace qu'il y avait un auteur de la région dans le catalogue qui sortait un premier roman. Et voilà, c'est peut-être aussi des questions de distribution et de diffusion. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. On prend la question de monsieur. Allez-y, monsieur, je vous en prie. C'est pas une question, ce serait plutôt une information à donner. Il y a dans cette salle plusieurs personnes dont je fais partie, auteurs, qui avons créé une association toute jeune, qui s'appelle Littéral, et qui regroupe déjà, je crois, une centaine d'écrivains. Je crois qu'on n'est pas loin. On espère beaucoup plus encore. Je crois que c'est l'une des premières tentatives
dans cette région. De faire quoi? De réfléchir à ce à quoi nous réfléchissons ensemble cet après-midi, mais entre auteurs. C'est-à-dire à se rencontrer, à se voir, à ne pas aller nécessairement seul dans une démarche, mais à aller réfléchir, à échanger entre nous, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut être représenté, comment est-ce qu'on peut être interlocuteur aussi, et ramener cette idée simple et utopique que nous sommes au départ de tout. Merci de ce qui est une information. Il y a 2 demandes de parole là sur la droite. Monsieur au premier rang peut-être d'abord, et puis... non, assaut de courtoisie, pas de souci, allez-y, dans l'ordre que vous voulez. Oui, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le rôle du représentant. Donc, en 2 mots, hein, je fais depuis pas longtemps de la bande dessinée, et j'ai donc un diffuseur régional qui est à votre gauche sur l'estrade pour pas le nommer, et puis donc depuis peu je suis passé donc petit éditeur de bande dessinée qui a commencé avec des bandes dessinées régionales au niveau national avec un diffuseur spécialisé bande dessinée. Et effectivement je me rends compte que même si je suis assez d'accord sur le problème de fond qui est celui que les problèmes financiers, ce qui a déjà été dit quoi, hein, et qu'on ne comprend pas pourquoi nos bouquins ne sont pas mis en avant, il reste le fait que par rapport à mon diffuseur national, j'ai l'impression que le système et la chaîne du livre et la diffusion nationale telle qu'elle est en place, et on l'a dit, c'est un historique, elle favorise quand même, du moins dans la bande dessinée, les gros éditeurs. C'est-à-dire comment un représentant va pouvoir parler de mes albums en 45 secondes quand moi je viens à une réunion de représentants présenter un album. Et voilà, j'ai mon collègue qui va en présenter 5 ou 6 quoi. Et c'est ça la problématique. Mais je suis conscient qu'il faut du temps. Et derrière, le problème, c'est qu'il y a d'autres moyens aussi, je pense. On a parlé des séances de dédicaces, des services de presse, etc. Et qui est évidemment du rôle de l'éditeur, mais c'est très compliqué pour un éditeur régional de passer ce point. Et d'après moi, le système tel que je le vois, il est très compliqué de passer en national par rapport à cette structure qui est quand même, pour moi, fait quand même pour des gros éditeurs. Oui. Une fois encore, le travail n'est pas le même. On prend ton exemple. Fabrice, qui a moult catalogues, je ne sais pas combien de nouveautés à présenter, ne peut pas faire le même travail que moi qui en ai que 5. Et forcément, c'est les conclusions sur lesquelles on est venu. Mon travail en région est beaucoup plus minutieux et régulier que le travail que je faisais chez Deboré, où j'avais 12 départements. Tu vois les plus gros clients, tu les vois tous les mois et demi. Les petits clients, tu les vois 2 fois dans l'année. Là, tout est inversé. Les gros clients, je les vois toutes les semaines s'il faut. Et les tout petits clients, c'est tous les mois. Donc il y a de toute façon, c'est ce travail sur le terrain qui est très important. Moi, je travaille et beaucoup le réassortiment. J'essaye de compenser. Si des nouveautés ne plaisent pas à certains clients, ils travailleront plus le fond. Et c'est comme ça que j'essaye d'équilibrer aussi. Autre intervention sur ce thème? Sinon, peut-être au premier rang d'abord, simplement pour l'ordre des questions, là, monsieur, à moins que ce soit sur le même thème, mais voilà. Nicolas Cap ensuite. Oui, j'aurais souhaité vous inviter à peut-être revenir à la question du livre et du territoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un temps pour s'interroger sur ce que veut dire être un éditeur en région et redéfinir ça en termes de territoire aussi? Est-ce que le territoire régional, en termes de filière, ça ne peut pas réinterroger aussi nos modèles? Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu aux rencontres nationales de la librairie, cependant que c'est pas vraiment le propos. Je crois que ce sont des journées de réflexion qui invitent aussi à réfléchir à la pertinence du territoire et ce que ça veut dire, et est-ce que c'est un espace géographique qui peut être pertinent pour une filière. C'était une façon aussi, non pas de répondre à monsieur, mais peut-être à... moi j'ai un petit peu entendu ce qu'il a dit en termes de difficultés de diffusion, d'autant plus que je vous connais assez peu, mais je crois que vous avez effectivement, vous vous reposez sur
sur un diffuseur qui est très fragile et qui fait de l'édition, de la diffusion de façon très très légère, enfin en termes de logistique et d'outils. Moi, je suis en Lorraine. J'aime bien reprendre la parole d'Olivier Brun, des éditions La Dragonne, qui est donc un éditeur de littérature et de poésie qui a un rayonnement national, qui est très bien diffusé, et qui rappelle qu'il est implanté en Lorraine et que ça a du sens aussi pour lui en termes de travail sur le territoire. Et son catalogue travaille aussi la question du territoire lorrain et qu'il n'aspire pas à être diffusé dans 1000 points de vente au national. Je voulais juste aussi revenir sur la question d'une industrie de la distribution, ça je crois qu'il faut aussi le relever, d'une industrie de la distribution qui est aussi en train de se transformer en termes de modèle. On a quitté dans la typologie qui nous était proposée par Mathilde, on n'a plus cet idéal typique de l'éditeur qui s'est mis à être diffuseur-distributeur et qui a travaillé sur des territoires et qui travaille sur des territoires non pas nationaux mais plutôt grands régionaux. Enfin, Geste le fait encore très bien en Poitou-Charentes. Toutes ces plateformes-là étaient aussi des relais en termes de comptoirs, de vente et de grossistes pour tous les petits points de vente qui sont en train de disparaître et ça pose un vrai problème sur la question de l'aménagement du territoire et de l'accès aux livres sur le territoire, et notamment en zone rurale, même si les conditions étaient compliquées, que l'assortiment était faible, etc. Pour les petits points de vente, c'est-à-dire les maisons de la presse qui étaient dans des zones rurales, etc., c'est quand même assez problématique. Et je dirais que il y a peut-être un signe qui confirme ça dans ces mutations, c'est que le CNL, le Centre national du livre, réfléchit en ce moment à une redéfinition de ces dispositifs, et entre autres les dispositifs d'aide et de soutien à la librairie qui vont s'ouvrir de plus en plus aux gros points de vente qui portent le marché et qui vont mettre encore un petit peu plus de côté les petits points de vente qui sont très importants pour l'équipement et l'équilibre des territoires en termes d'offres. Voilà. Et juste pour finir, je crois que pour revenir sur le fantasme un petit peu de cette diffusion nationale, rappelez-vous qu'un tirage moyen mais très honorable pour un éditeur de création, c'est 1000 exemplaires. Le fantasme de la diffusion nationale, lorsque vous nous dites qu'il n'y a plus de place maintenant pour des éditeurs de littérature de création, je ne veux pas y croire, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'édition de création. Ce que je veux simplement dire, place homogène. Ce que je veux simplement dire, c'est que je pense que ça n'a plus de place sur un modèle de diffusion nationale. Cependant, si on reterritorialise tout ça sur des petites zones, je pense qu'il y a de la place pour. Enfin, Dieu merci, il y a de la place encore pour la création. Voilà. Et ça renvoie à la question de l'assortiment je pense que maintenant, enfin, le fléau, c'est qu'on vit dans l'illusion que tout doit être disponible. Voilà. Il faut reconnaître la grâce de l'assortiment et se dire que dans une région, on va trouver des perles qu'on ne trouvera pas ailleurs tant que la commande à l'unité reste possible, et ça renvoie à une logistique interprofessionnelle de distribution. Mais je crois aussi à la grâce de l'assortiment régional sur une offre qui peut être aussi, enfin qui peut renvoyer aussi à des spécificités de territoire. Voilà. Merci. Mathilde Rimaud a demandé à répondre là-dessus. Et puis je fais attention à l'heure quand même pour ne pas mettre en retard nos petits camarades tout à l'heure à 16h. Allez-y. Oui, simplement je pense qu'il faut distinguer deux choses dans ce que vous venez de dire. Ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'accessibilité du livre, et donc qui renvoie à la manière dont les libraires se fournissent.
et qui effectivement est questionnant par rapport à la fermeture des structures dont on a parlé, voilà, mais qui peut aussi renvoyer à la question de aujourd'hui qu'est-ce qui fait la différence entre une librairie indépendante et d'autres types de points de vente, et que cette différence-là peut en partie passer par la mise en avant justement de l'édition indépendante et de fonds un peu différents. Pardon. Donc il y avait ça d'un côté, et après sur la question de la commercialisation pour les éditeurs, du fantasme du national, de l'importance du territoire local, je crois qu'il faut, en tout cas c'est ce qui apparaissait aussi dans l'étude qu'on a faite pour Languedoc-Roussillon, distinguer, enfin on ne peut pas traiter tous les éditeurs d'un territoire, ils n'ont pas tous la même problématique en fait. Donc dans les réponses qu'on a apportées ensuite dans la phase plutôt piste d'action concrète pour l'agence du livre, on a justement essayé de scinder les choses entre des éditeurs dont la commercialisation et la structuration de la commercialisation peut se faire sur un territoire régional élargi éventuellement, mais en tout cas régional, et des éditeurs pour qui cette délimitation du territoire n'a pas de sens par rapport à leur catalogue. Donc voilà, il me semble important déjà de se redire ça, c'est qu'on ne peut pas généraliser à l'ensemble des producteurs d'une région. Et j'en perds mon fil. Vous parliez du rapport au territoire et de ceux qui s'inscrivent sur un territoire éventuellement élargi et ceux qui ont cette ambition d'en déborder. Ce qui était frappant en Languedoc-Roussillon, c'était le retour que faisaient les éditeurs sur cette question-là, en disant « mais moi concrètement, j'ai 3 libraires avec qui je bosse sur mon territoire ». C'est que finalement, il y avait alors je ne sais pas si c'est un peu si certains éditeurs ici ont ce retour-là, mais on a le sentiment que pour certains catalogues, c'est pas la question du territoire ou du lien de proximité qui joue. C'est la question de la capacité à défendre son catalogue, à trouver les bons relais, les bons interlocuteurs. Les bons libraires pour ce catalogue-là sont pas forcément sur son territoire. Donc c'est toujours d'adapter et d'aller choisir les partenaires adéquats. En tout cas, je me méfie d'une vision trop régionale, dans le sens trop, qui en fait l'unité ou le sens profond ou l'unique prisme d'analyse du commercial, quoi. Merci. Question. Oui, juste une petite question pour en revenir au repris brièvement. Nicolas Kempf, j'ai été du côté éditeur jusqu'à il y a quelques années. J'avais l'impression, avec notre diffuseur et d'autres dont j'entendais parler, qu'il y avait un problème de recrutement de représentants, ou en tout cas de représentants de qualité. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer ceci? Qui c'est qui peut éclairer là-dessus? Avec qui travaillez-vous? Moi, je n'ai que des représentants de qualité, mais je peux parler pour les autres. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir... c'est pas des grosses salles, mais c'est le reflet de toute la chaîne du livre. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la passion, il vaut mieux aller vendre des photocopieuses. Donc, et de payer 30 000 € par an pour découcher 4 nuits par semaine et faire des milliers de kilomètres, c'est des espèces rares, pardon de le dire comme ça. C'est une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire. Mais oui, c'est très très difficile de recruter un représentant. Et c'est aussi assez difficile de les garder finalement. C'est-à-dire que le lien libraire-représentant est un lien extrêmement dense. C'est-à-dire que quelquefois, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une équipe de représentants de libraires, pas de pollen. Et un bon retour, ça au moins. C'est plutôt un bon retour, mais un représentant, ça s'inscrit dans le temps. On ne peut pas en changer tous les 2 ans pour un nouveau DUT, Tech Deco, des choses comme ça. Donc oui, c'est compliqué. Erwan Guignard. Moi, j'ai appris le métier de représentant chez Deboré. Certains connaissent, notamment les libraires. J'ai essayé d'appliquer à peu près l'inverse. Aujourd'hui, ça marche mieux. C'est-à-dire, alors, je n'irai pas dans le sens de Benoît. J'ai été très long, au jour d'aujourd'hui, plus libraire que représentant. Donc, j'ai encore beaucoup de réflexes libraires. Et quand je présente une nouveauté, déjà, j'essaye de voir si ça plaît au libraire. Et si ça ne lui plaît pas, je ne suis pas forcément insistant. C'est-à-dire que si ça ne lui plaît pas et que j'insiste pour qu'il le prenne, ce sera peut-être soit juste pour me faire plaisir et le livre ne se vendra pas, ce qui n'est pas l'intérêt non plus. Mais ensuite, je me dis que ce qui est important, c'est le réassort. Et c'est là où je rejoins ce que disait Eric. Moi, j'ai la chance de n'être que sur l'Alsace. Donc, les réassorts pleuvent
s'il le faut, la semaine d'après, la mise en place d'une nouveauté. Donc pour assurer M. Kunz aussi, une petite mise en place ne m'inquiète pas du tout. Si le livre se vend, les ventes vont se décupler. Si le livre ne se vend pas à 2 ou 3 exemplaires, il ne se vendra pas non plus à 20. Sauf que le retour sera beaucoup plus douloureux. Voilà. Sur ce point des représentants, il y a juste une remarque. C'est très intéressant ce que dit Erwan, parce que si je comprends bien, Erwan, en tant que représentant commercial, finalement, puisqu'il intègre les retours, il vend du chiffre d'affaires. Par contre, et c'est un peu, c'est ma première approche du représentant d'un diffuseur, il vend des mises en place. Et c'est là qu'il y a peut-être aussi un souci, et peut-être aussi pour trouver des bons représentants, parce qu'un représentant lui expliquait qu'il ne va pas pouvoir finalement contractualiser une vente au moment où il fait la mise en place, ça pose un problème, d'après moi. Enfin, mais c'est la chaîne qui est comme ça, et j'en suis conscient. Merci. S'il n'y a pas de questions rentrées, je surveille l'heure. Dans 3-4 minutes, il est 16h et je sais qu'à 16h10, il y a de nouveaux ateliers qui vous sont proposés. Je voudrais quand même que vous ayez un peu la disponibilité de corps et d'esprit pour pouvoir les suivre. Moi, je tiens à vous remercier tous 4 de votre contribution à nos travaux, ainsi que tous ceux qui sont intervenus et même tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont écouté et travaillé avec nous, et à vous remercier beaucoup de la qualité de votre attention et à vous livrer à la pause. À bientôt.